Par une froide nuit d'hiver, un millionnaire marche seul dans les rues, en larmes, après avoir reçu la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Lorsqu'il trébuche et tombe au milieu de la rue, une petite mendiante de 5 ans s'approche avec une vieille couverture déchirée. « Monsieur, vous pleurez à cause du froid, vous aussi ? Vous pouvez prendre ma couverture. Je sais à quel point c'est terrible, je pleure aussi. Mais après, j'en trouverai une autre. » Le millionnaire regarde cet enfant qui, bien que n'ayant rien, offre tout ce qu'elle possède. Ce qui se passe ensuite est si inattendu que cela laisse toutes les personnes présentes sur les lieux en état de choc complet. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent mordant de l'aube balayait les rues désertes du quartier huppé comme des lames invisibles, emportant avec lui le silence pesant que seules les nuits les plus froides peuvent amener. Edward Montgomery marchait le long des trottoirs vides, ses pas résonnant contre les façades imposantes des manoirs qu'il connaissait si bien. Des larmes glacées coulaient sur son visage, se mêlant au froid qui lui mordait la peau, tandis que ses mains tremblaient, non seulement à cause du temps, mais aussi de la dévastation qui consumait sa poitrine. 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait reçu l'appel de l'hôpital. 3 heures depuis que sa vie avait volé en éclats irréparables. Elena n'avait pas survécu aux complications chirurgicales. Sa femme, sa partenaire depuis 22 ans, était partie pour toujours, ne laissant que l'écho de son rire dans les couloirs vides de leur manoir. Perdu dans son chagrin, Edward trébucha et s'effondra sur l'asphalte glacé. Son genou se déchira contre le béton rugueux, tachant de sang son coûteux costume italien. Il resta là, tombé au milieu de la rue déserte, ressentant pour la première fois depuis des décennies le poids écrasant de la solitude. Sa fortune, ses entreprises, son empire bâti avec tant de soin, plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Rien ne pouvait combler le vide qu'Elena avait laissé. « Monsieur, vous pleurez à cause du froid, vous aussi. » La voix enfantine perça le silence comme une clochette délicate, faisant lentement lever la tête à Edward. Devant lui se tenait une petite fille, pas plus de 7 ans, vêtue d'habits en lambeaux et d'un manteau trop grand qui semblait l'avaler. Ses grands yeux sombres brillaient d'une sagesse déconcertante pour son âge. « Vous pouvez prendre ma couverture, » dit-elle en tendant une couverture délavée qui était de toute évidence sa seule protection contre le rude hiver. « Je sais à quel point c'est terrible. Je pleure aussi. Mais après, je me débrouille. » Edward se figea, regardant l'enfant offrir sa seule source de chaleur à un parfait inconnu. Dans son esprit rationnel, il traita rapidement les détails. Elle était seule aux premières heures de l'aube, ses vêtements étaient inadaptés au froid et il y avait une maturité dans ses gestes qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si jeune. « Tu ne devrais pas être seul ici, » murmura Edward, la voix nouée par l'émotion. « Où sont tes parents ?» La fillette pencha la tête, comme si elle considérait attentivement sa réponse. « Mamie est allée à l'hôpital et n'est pas revenue. Mais ça va, j'ai appris à prendre soin de moi. »« Vous êtes blessé, monsieur ?» Edward regarda son genou en sang, puis l'enfant qui montrait plus d'inquiétude pour son bien-être que pour le sien. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine, qui s'était refermé comme un mur depuis la mort d'Elena, se mit à trembler. « Pourquoi m'aiderais-tu » demanda-t-il, sincèrement confus. « Tu ne me connais pas. »« Parce que tout le monde a besoin d'aide parfois, » répondit-elle avec une simplicité dévastatrice. Mamie disait toujours que quand on partage ce qu'on a, même si c'est peu, on se sent moins seul. Edward sentit les larmes revenir, mais cette fois pour une raison différente. Cet enfant, qui avait si peu, était prête à donner tout ce qu'elle possédait pour réconforter un étranger en souffrance. Lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, n'avait jamais connu une générosité aussi authentique. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, acceptant la couverture des petites mains de la fillette. « Sophia » répondit-elle en souriant pour la première fois. « Et vous » ? « Edward. » Il enroula la couverture autour de ses épaules, sentant non seulement la chaleur physique, mais quelque chose de plus profond, une connexion humaine qu'il avait oublié être possible. « Sophia, aimerais-tu passer cette nuit quelque part au chaud ? Je connais un hôtel tout près où nous pouvons prendre une chambre. » Sophia hésita un instant, étudiant le visage d'Edward avec ses yeux perspicaces. « Vous ne me ferez pas de mal, n'est-ce pas ?»« Jamais, » répondit Edward, surpris par la sincérité absolue de sa propre voix. « Je te le promets. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues glaciales en direction de l'hôtel, Edward ne pouvait s'empêcher de regarder la fillette à ses côtés. En une seule nuit, elle avait montré plus de compassion qu'il n'en avait vu en des années de réunions d'entreprise et de dîners mondains. Et tandis que la couverture délavée réchauffait ses épaules, une question martelait son esprit.
Qui sauvait vraiment qui en cette froide aube? Le hall de l'hôtel Grand Régent était silencieux aux petites heures du matin, seulement éclairé par des lumières douces qui créaient des ombres dansantes sur le marbre poli. Édouard tenait la petite main de Sophia alors qu'il s'approchait de la réception, sentant la curiosité du réceptionniste de nuit face à cette scène inhabituelle. Un homme en costume déchiré et taché de sang, accompagné d'une enfant en haillons. « J'ai besoin d'une suite pour ce soir », dit Édouard, la voix encore chargée d'émotion mais avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à être servi sans poser de questions. Le réceptionniste, un homme d'âge mûr nommé Roberto, reconnut immédiatement Édouard Montgomery grâce aux journaux financiers. Ses yeux se déplacèrent discrètement entre l'homme d'affaires et la fillette, mais son professionnalisme l'emporta sur sa curiosité. « Certainement, monsieur Montgomery, la suite présidentielle est disponible. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur aux parois de miroir, Sophia observait tout avec de grands yeux. Elle n'avait jamais été dans un endroit aussi luxueux, où même le sol brillait comme de l'eau dormante. Édouard remarqua son étonnement et sentit un pincement de culpabilité, réalisant à quel point il avait tenu pour acquise de telles petites extravagances toute sa vie. « C'est très beau ici », murmura Sophia, touchant délicatement la paroi de l'ascenseur comme si c'était quelque chose de magique. La suite était plus grande que n'importe quel espace où Sophia avait jamais dormi. Des tapis moelleux couvraient le sol, de lourds rideaux bloquaient le froid et une cheminée crépitait doucement, répandant de la chaleur dans toute la pièce. Mais ce qui attira le plus l'attention de la fillette, ce fut le lit king size couvert de draps blancs qui ressemblait à des nuages. « Tu peux prendre un bain chaud », proposa Édouard en désignant la salle de bain en marbre. « Je vais commander des vêtements propres. » Sophia hésita à la porte de la salle de bain, se retournant vers lui avec une expression inquiète. « Et si je m'endors dans l'eau chaude et que vous partez ?» La question frappa Édouard comme un coup de poing à l'estomac. Cet enfant avait appris que les gens disparaissent, que la sécurité est temporaire, qu'on ne peut faire entièrement confiance à personne. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Sophia, je ne vais nulle part. Je serai ici quand tu sortiras du bain, et je serai ici quand tu te réveilleras demain. Tu as ma parole. » Elle étudia son visage un long moment, comme si elle lisait au plus profond de son âme. Finalement, elle hocha la tête et disparut dans la salle de bain. Édouard entendit le bruit de l'eau qui coulait, pour la première fois depuis des heures, s'accorda un moment pour assimiler ce qui se passait. Il appela le service d'étage, commandant des vêtements d'enfants, de la nourriture et des articles de toilette. Pendant qu'il attendait, il se dirigea vers la fenêtre panoramique qui donnait sur la ville endormie. Quelque part là-bas, dans ces rues froides, il y avait d'autres enfants comme Sophia, d'autres histoires d'abandon et de solitude auxquelles il n'avait jamais pris le temps de penser. Quand Sophia sortit de la salle de bain, enveloppée dans un gigantesque peignoir d'hôtel, ses cheveux sombres encore dégoulinants, Édouard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un instinct protecteur qui dépassait la logique ou la convenance. Elle semblait encore plus petite maintenant, plus fragile, mais il y avait une dignité dans sa posture qui l'impressionnait. « La nourriture sera bientôt là, dit-il. Tu dois avoir faim. » « Un peu, » admit-elle en grimpant sur le fauteuil près de la cheminée. « Merci de m'avoir laissé prendre un bain chaud. Ça faisait longtemps. » « Depuis combien de temps es-tu dans la rue, Sophia ?» Elle compta sur ses petits doigts, se concentrant. « 3 semaines, je crois. Peut-être 4. C'est difficile de compter quand chaque jour est pareil. Et avant ça, tu vivais avec ta mamie ? » Oui, dans une petite maison près du marché. Elle faisait des friandises maison à vendre et je l'aidais à les emballer. Mais ensuite, elle a commencé à tousser beaucoup et est devenue très faible. Un homme est venu et a dit qu'elle devait aller à l'hôpital. Édouard sentit son cœur se serrer. « Et toi, pourquoi n'es-tu pas allé avec elle ? » Ils ont dit que les enfants ne pouvaient pas rester à l'hôpital. Mamie a dit que ce ne serait que pour quelques jours, que je pourrais rester chez la voisine, mais la voisine a déménagé le lendemain et je ne savais pas où aller. La simplicité avec laquelle Sophia racontait sa tragédie personnelle laissa Édouard sans voix. Cette fille avait été abandonnée par le système, oubliée par les adultes qui auraient dû la protéger, et pourtant, elle maintenait sa capacité à prendre soin des autres. Le service d'étage arriva avec un plateau chargé de nourriture, des sandwichs, des fruits, du chocolat chaud. Sophia mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal. Édouard mangea à peine, fasciné par la gratitude silencieuse dans les yeux de la fillette. « Sophia, dit-il enfin, demain, nous chercherons ta mamie dans les hôpitaux. Nous découvrirons ce qui lui est arrivé. » Le visage de Sophia s'illumina d'un espoir si pur qu'Édouard sentit sa poitrine se serrer. « Tu crois qu'elle m'attend toujours ?
nous le découvrirons ensemble, promit-il, souhaitant désespérément que leur recherche apporte de bonnes nouvelles. Plus tard, alors que Sophia dormait profondément dans le lit géant, Édouard resta éveillé dans le fauteuil, la regardant. En quelques heures, cet enfant avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait mort avec Helena. Pour la première fois depuis la perte de sa femme, Édouard avait un but au-delà de sa propre douleur. Mais une question le hantait alors que la nuit avançait. Que se passerait-il s'il retrouvait la grand-mère de Sophia, et si elle était? Édouard repoussa cette sombre pensée. Demain apporterait ses propres révélations, et il ferait face à chacune d'elles avec le même courage qu'une fillette de 7 ans avait montré en offrant sa seule couverture à un étranger en souffrance. Le matin arriva avec un soleil pâle qui peinait à percer les épais nuages d'hiver. Édouard se réveilla avec un torticolis pour avoir dormi dans le fauteuil, mais ses yeux se portèrent immédiatement sur le lit où Sophia reposait encore. Elle dormait recroquevillée comme un chaton, serrant l'oreiller, et pour la première fois depuis des semaines, elle ressemblait vraiment à une enfant. Le téléphone sonna doucement, et Édouard répondit avant qu'il ne puisse réveiller Sophia. C'était Marc, son assistant personnel, la voix lourde d'inquiétude. « Édouard, j'ai appris pour Helena. Je suis vraiment désolé. J'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine, mais il y a des questions urgentes qui nécessitent votre attention. »« Pas maintenant, Marc, » murmura Édouard, regardant Sophia s'agiter légèrement. « Je dois d'abord régler une situation personnelle. »« Personnelle ? Vous allez bien ? Où avez-vous passé la nuit ? J'ai essayé d'appeler plusieurs fois. » Édouard hésita. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait passé la nuit à s'occuper d'une fillette des rues qu'il avait rencontrée par hasard ? « Je suis à l'hôtel Grand Régent. Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de différent aujourd'hui. » Après une pause confuse, Marc accepta. Édouard lui demanda de s'arranger pour avoir des vêtements d'enfant de bonne qualité, estimés pour une fille de 7 ans, et de faire une liste de tous les hôpitaux publics et privés de la ville. Quand Sophia se réveilla, s'étirant comme un chat paresseux, son premier geste fut de chercher Édouard du regard. Le soulagement sur son visage en le voyant là était à la fois touchant et douloureux. « Bonjour, Sophia. As-tu bien dormi ? C'était la meilleure nuit de ma vie, dit-elle avec une sincérité absolue. Le lit, c'était comme dormir sur un nuage. Après le petit déjeuner, que Sophia savoura comme si chaque bouchée était un trésor, ils se dirigèrent vers le premier hôpital de la liste d'Édouard. Sophia tenait fermement sa main, vêtue d'une nouvelle tenue rose que Marc avait fournie, mais portant sa couverture délavée sous son bras libre. « Pourquoi as-tu apporté la couverture ?» demanda Édouard alors qu'il traversait le parking. « Pour la montrer à mamie » expliqua Sophia. « Elle sera fière de savoir que j'ai aidé quelqu'un. » À l'hôpital Saint-Vincent, le premier de la liste, la réceptionniste fut polie mais peu utile. Il n'y avait aucune trace d'une dame portant le nom complet que Sophia avait fourni, Marie-Grace Miller. Édouard insista pour parler à un superviseur et découvrit que de nombreux patients des urgences n'étaient enregistrés qu'avec des noms partiels ou des surnoms. « Avez-vous une photo d'elle » demanda doucement le superviseur. Sophia secoua tristement la tête. « On n'avait pas d'appareil photo, mais je peux la dessiner. » À la surprise d'Édouard, Sophia sortit un crayon froissé de sa poche et commença à dessiner au dos d'une ordonnance. En quelques minutes, elle avait créé un portrait impressionnant de détails d'une dame âgée avec des rides douces autour des yeux bienveillants et des cheveux gris attachés en chignon. « Mon Dieu » murmura le superviseur. « Tu as tellement de talent, ma chère. Laissez-moi montrer ça aux infirmières du service des patients hospitalisés. » Ils attendirent 20 minutes avant que le superviseur ne revienne avec une expression inquiète. Aucune des infirmières ne reconnaissait la femme du dessin. Au deuxième hôpital, l'hôpital central, l'expérience fut similaire. D'immenses files d'attente, une bureaucratie déroutante et aucune information sur Marie-Grace Miller. Sophia resta patiente tout au long de l'attente, dessinant des portraits de sa grand-mère sur différents papiers qu'elle trouvait. Chacun capturant des détails qu'Édouard n'avait pas remarqués dans le premier dessin. Elle aimait porter une broche en forme de fleur sur son manteau, expliqua Sophia en ajoutant des détails à un nouveau dessin. Et elle sentait toujours la cannelle à cause des friandises qu'elle faisait. Au troisième hôpital, l'hôpital général Northside, la réceptionniste reconnut immédiatement le dessin de Sophia. Cette dame, oui, elle était ici, mais elle a été transférée il y a 2 semaines. Un grave problème pulmonaire, si je me souviens bien. Le cœur d'Édouard bondit et il vit les yeux de Sophia s'illuminer d'un espoir renouvelé. « Où a-t-elle été transférée » demanda Édouard avec anxiété. « Laissez-moi vérifier. »« Ah oui, l'hôpital régional sud. »
Ils ont une unité de soins intensifs mieux équipée pour les cas respiratoires. Dans la voiture en direction de l'hôpital régional sud, Sophia parlait avec excitation de la surprise de sa grand-mère en la voyant, des nouvelles friandises qu'elle pourrait faire ensemble, de la façon dont elle avait appris à prendre soin d'elle-même. Édouard souriait et hochait la tête, mais une inquiétude grandissante lui rongeait l'estomac. À l'hôpital régional sud, le service fut plus efficace, mais la nouvelle fut dévastatrice. Oui, Marie-Grace Miller avait été admise là-bas. Oui, elle avait demandé à plusieurs reprises sa petite fille, Sophia. Mais elle avait été transférée à nouveau, cette fois à l'hôpital universitaire, après des complications dans son état. Encore un transfert, demanda Édouard, la voix chargée de frustration. Malheureusement, monsieur. Notre unité de soins intensifs était pleine. L'hôpital universitaire a de meilleures ressources pour les cas complexes. Sophia resta optimiste tout au long de l'explication, mais Édouard remarqua qu'elle serrait plus fort la couverture contre sa poitrine à chaque nouvelle information. Il était déjà le milieu de l'après-midi lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital universitaire. Le bâtiment était imposant, moderne, avec des équipements de pointe visibles à travers les baies vitrées. Édouard se sentit plein d'espoir. Sûrement, ici, ils auraient des informations définitives sur la grand-mère de Sophia. À la réception, l'employé vérifia le système pendant de longues minutes avant de lever les yeux avec une expression qu'Édouard reconnut immédiatement. C'était la même expression que les médecins avaient utilisée en parlant d'Elena la nuit précédente. « Monsieur Montgomery, dit-elle doucement, j'ai besoin que vous parliez avec l'assistante sociale de l'hôpital. Il y a des informations sur la patiente Marie-Grace Miller qui doivent être communiquées personnellement. » Édouard sentit le monde vaciller autour de lui. Sophia, toujours innocente, sourit à la réceptionniste et demanda « Dans quelle chambre est-elle ? Je peux lui montrer mon dessin ?» Mais Édouard savait déjà, au ton de l'employé et à l'expression précautionneuse sur son visage, que leur recherche avait pris fin d'une manière qui allait tout changer pour toujours. Le bureau de l'assistante sociale était petit et accueillant, avec des murs peints dans des tons doux et des dessins d'enfants scotchés sur les surfaces disponibles. Le docteur Carla Santos, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants mais fatigués, fit signe à Édouard et Sophia de s'asseoir dans les fauteuils rembourrés en face de son bureau. « Sophia, ma chérie, » commença doucement le docteur Carla. « Tu te souviens de moi ? J'ai parlé quelquefois avec ta mamie quand elle était hospitalisée ici. » Sophia hocha la tête avec enthousiasme. « Mamie a parlé de la doctoresse. Elle a dit que vous étiez très gentil. Où est-elle ? Je peux la voir maintenant ? » Édouard regarda l'assistante sociale peiner à trouver ses mots et son cœur se brisa par anticipation. Il connaissait cette expression, la même qu'il avait vue sur les visages des médecins qui lui avaient annoncé la nouvelle concernant Elena. « Sophia, je dois te dire quelque chose de très important à propos de ta mamie, » continua le docteur Carla, rapprochant sa chaise de la fillette. « Ta mamie était très malade quand elle est arrivée ici. Ses poumons ne pouvaient plus fonctionner correctement. Mais les médecins l'ont guérie, n'est-ce pas ? Demanda Sophia, la voix encore pleine d'un espoir innocent. Elle disait toujours que les médecins pouvaient tout réparer. Édouard ferma les yeux un instant, se préparant à assister au moment où le monde de Sophia s'effondrerait de la même manière que le sien s'était effondré la nuit précédente. « Ma chérie, ta mamie, elle est décédée il y a 2 semaines. Son cœur a cessé de battre et elle est partie pour le repos éternel. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait les mots au ralenti. Édouard vit le moment exact où la compréhension frappa ses yeux d'enfant. D'abord la confusion, puis le déni, et enfin une douleur si pure qu'il dut détourner le regard. « Non, » murmura Sophia, serrant la couverture contre sa poitrine. « Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle l'a promis. Elle voulait vraiment revenir, Sophia. Dans ces derniers jours, elle ne parlait que de toi. Elle demandait sans cesse si quelqu'un t'avait trouvé, si tu étais en sécurité et au chaud. Elle a appelé mon nom, demanda Sophia, des larmes commençant à couler sur ses joues. De nombreuses fois. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aimait plus que toutes les étoiles dans le ciel et que tu es la fille la plus courageuse et la plus gentille qu'elle ait jamais connue. Sophia fondit finalement en larmes, un sanglot profond et désespéré qui résonna contre les murs de la petite pièce. Édouard n'hésita pas. Il se leva et la prit dans ses bras, la laissant tremper sa chemise avec les larmes d'une douleur qu'il comprenait parfaitement. « Elle ne fera plus de friandises avec moi », sanglota Sophia contre sa poitrine. « Elle ne tressera plus mes cheveux le matin. »« Non, ma chérie, » murmura Édouard, ses propres larmes coulant silencieusement.
Mais elle t'a laissé tous les bons souvenirs, et personne ne peut te les enlever. Le docteur Carla attendit patiemment que le choc initial de la nouvelle passe avant de continuer. Sophia, il y a encore une chose. Ta mamie a laissé quelque chose pour toi. De son tiroir de bureau, elle sortit une petite boîte en bois décorée de fleurs peintes à la main. Elle s'est assurée que ceci te parvienne. Les mains tremblantes, Sophia ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une broche en or en forme de fleurs, la même qu'elle avait dessinée sur les portraits de sa grand-mère, et une note écrite d'une écriture tremblante. « Pouvez-vous me la lire » demanda Sophia à Édouard, la voix encore pâteuse. Édouard prit le papier jauni et commença à lire. « Ma très chère Sophia, si tu lis ceci, c'est que je suis parti veiller sur les étoiles dans le ciel. Ne pleure pas trop pour moi, car je veillerai toujours sur toi. Sois toujours aussi gentil que tu le es. Aide ceux qui sont dans le besoin. Et souviens-toi que l'amour que nous partageons reste dans nos cœurs pour toujours. Cette broche appartenait à ma mère, ton arrière-grand-mère, et maintenant elle est à toi. Quand je te manquerai, serre-la fort contre ton cœur et sache que je suis là. Je t'aime plus que tout, ma petite fille. Mamie Marie. » Sophia tenait la broche avec un soin révérencieux, comme si elle était en cristal. « Je peux la mettre sur ma couverture ?» « Bien sûr que tu peux, » dit Édouard, l'aidant à épingler la broche sur le tissu délavé. Le docteur Carla observait l'interaction avec un intérêt professionnel. « Monsieur Montgomery, puis-je vous demander votre relation avec Sophia ?» La question frappa Édouard comme un éclair. Quelle était sa relation avec elle? Il y a 24 heures, ils étaient de parfaits inconnus. Maintenant, il se sentait responsable d'elle d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Nous nous sommes rencontrés la nuit dernière, Admile. Sophia m'a aidé quand je traversais un moment difficile. » « Je vois, » fit le docteur Carla en prenant quelques notes. « Sophia, as-tu d'autres parents? Des tantes, des oncles, des cousins? Quelqu'un de ta famille ?» Sophia secoua la tête. « C'était juste moi et mamie. Elle disait toujours que notre famille était petite, mais pleine d'amour. Dans ce cas, nous devrons contacter les services de protection de l'enfance. Sophia devra rester dans un refuge temporaire jusqu'à ce que nous puissions trouver une famille d'accueil. »« Non !» s'exclama Sophia en s'accrochant au bras d'Édouard. « Je veux rester avec Monsieur Montgomery. Il est gentil. Il a pris soin de moi. » Édouard sentit son cœur se briser à nouveau. Dans ses larmes désespérées, Sophia l'avait choisi comme son ancre dans un monde qui venait de s'effondrer complètement. « Monsieur Montgomery, » dit le docteur Carla, avec précaution, « je comprends que vous ayez formé un lien, mais il y a des procédures légales à suivre. Sophia a besoin de soins spécialisés, d'une thérapie, d'un environnement structuré pour surmonter sa perte. » « Et si je voulais être cet environnement ?» s'entendit dire Édouard, se surprenant lui-même par la détermination de sa voix. « Et si je voulais prendre soin d'elle ?» Sophia le regarda avec des yeux pleins d'un espoir renouvelé, et Édouard sut qu'il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Mais au regard inquiet de l'assistante sociale, il réalisa que le chemin pour garder Sophia à ses côtés serait bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. Le cabinet d'avocats Montgomery et associés occupait 3 étages entiers de l'un des bâtiments les plus modernes du quartier financier. Édouard avait bâti son empire juridique sur la précision, la stratégie et un contrôle absolu de chaque variable. Mais en marchant dans les couloirs familiers avec Sophia à ses côtés, il se sentait complètement dépassé par le défi qui l'attendait. Le docteur Henry Castle, son associé et meilleur ami depuis 15 ans, les reçut dans son bureau avec une inquiétude mal dissimulée. Henry connaissait Édouard mieux que quiconque. Ils avaient construit le cabinet ensemble, partagé victoires et défaites, et il savait que son ami ne prenait pas de décisions impulsives. « Édouard, mes condoléances pour Helena, » dit Henry sincèrement, puis il se tourna vers Sophia avec un sourire doux. « Et tu dois être Sophia. Édouard m'a aussi parlé de toi. » Sophia hocha timidement la tête, serrant toujours la couverture avec la broche de sa grand-mère épinglée dessus. Elle avait très peu parlé depuis leur départ de l'hôpital, perdue dans un monde de chagrin qu'Édouard reconnaissait intimement. « Henry, j'ai besoin de savoir quelles sont les possibilités légales pour que j'obtienne la garde de Sophia, » dit Édouard, allant droit au but comme il le faisait toujours en affaires. Henry soupira et leur fit signe de s'asseoir. « Édouard, tu viens de perdre ta femme. Tu es en deuil, tu prends des décisions basées sur l'émotion. Le processus d'adoption est complexe, long et... » « Ce n'est pas de l'émotion, » interrompit Édouard. « C'est une nécessité. Sophia a besoin d'une famille, et moi, j'ai besoin de prendre soin d'elle. Mais tu n'as aucune expérience avec les enfants. Tu n'as jamais exprimé le désir d'adopter.
Les assistants sociaux remettront en question tes motivations, surtout compte tenu des circonstances inhabituelles de votre rencontre. Sophia leva de petits yeux vers Édouard, et il y vit une peur silencieuse, la peur d'être à nouveau abandonné. « Quelles sont les exigences ?» demanda Édouard, sa voix prenant le ton professionnel qu'il utilisait dans les négociations importantes. Henri ouvrit un dossier et commença à énumérer. « D'abord, tu dois t'inscrire au système national d'adoption, puis subir des évaluations psychologiques, des visites à domicile, des cours préparatoires, des évaluations financières, bien que ce soit le cadet de tes soucis, et des entretiens avec des assistants sociaux. Combien de temps prend tout le processus dans des cas normaux ? 6 mois à 2 ans. Mais ton cas n'est pas normal. Sophia n'est pas un nourrisson disponible à l'adoption. Elle a une histoire, un traumatisme, et vous avez déjà formé un lien en dehors du système officiel. Sophia tira sur la manche d'Édouard. Monsieur Montgomery, qu'est-ce que tout cela signifie ? Édouard s'agenouilla à côté de sa chaise. Cela signifie que ça va prendre un certain temps avant que nous puissions être une vraie famille, mais je n'abandonnerai pas, Sophia. Je te le promets. Henri observait l'interaction avec un intérêt professionnel. Édouard, j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Les services de protection de l'enfance ont déjà été informés de la situation de Sophia. Ils voudront savoir où elle a passé les dernières 24 heures, pourquoi ils n'ont pas été immédiatement informés d'un enfant non accompagné. Je l'ai aidée. Elle était seule dans la rue, dans le froid. Je le sais. Mais ils pourraient l'interpréter différemment. Un homme riche, récemment veuf, trouve un enfant vulnérable dans la rue et l'emmène dans un hôtel. Sans contexte, cela pourrait sembler. Arrête, dit Édouard fermement. Ne termine pas cette phrase. J'ai confiance en toi, Édouard, mais le système ne te connaît pas comme moi. Ils seront sceptiques, surtout parce que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances si inhabituelles. Sophia se mit à dessiner au dos d'un papier qu'elle trouva sur le bureau d'Henri. Ses petites mains déplaçaient le crayon avec une précision impressionnante, créant le visage d'une femme qu'Édouard reconnut immédiatement. C'était Elena, sa défunte femme, d'après les photos qu'elle avait vues sur le bureau d'Édouard. « Comment as-tu » commença Édouard, stupéfait. « J'ai vu la photo sur ton bureau quand nous sommes entrés », expliqua Sophia. Elle avait de beaux yeux, comme les tiens quand tu n'es pas triste. Henri observa le dessin avec admiration. Elle a un talent exceptionnel. Cela pourrait aider le processus. Les enfants avec des talents spéciaux reçoivent parfois une considération différente. Je ne veux pas qu'elle soit considérée comme un cas spécial, dit Édouard. Je veux qu'elle soit considérée comme une enfant qui mérite une famille. Le téléphone d'Henri sonna et il répondit avec une expression de plus en plus inquiète. Après avoir raccroché, il regarda gravement Édouard. C'était le docteur Carla Santos de l'hôpital. Les services de protection de l'enfance veulent te parler aujourd'hui. Ils se demandent pourquoi Sophia n'a pas été immédiatement confiée aux soins officiels. Sophia arrêta de dessiner, les yeux à nouveau remplis de larmes. « Est-ce qu'ils vont m'emmener » Édouard sentit une fureur grandissante dans sa poitrine. En moins de 24 heures, Sophia avait perdu sa grand-mère et faisait maintenant face à la possibilité d'être séparée de la seule personne qui montrait un réel souci pour elle. « Ils ne le feront pas, dit-il, la voix chargée de détermination. Henri, je veux que tu mobilises toute notre équipe. Je veux le meilleur spécialiste du droit de la famille de ce pays. Je veux un rapport complet sur mes droits et les options légales disponibles. Édouard, ça va être une bataille longue et difficile. Alors, qu'il en soit ainsi. Je me suis battu pour bien moins dans ma vie. » Édouard regarda Sophia, qui était revenue à son dessin, esquissant cette fois-ci les trois ensemble dans le bureau de l'avocat. Certaines batailles valent tous les sacrifices. Henri hocha lentement la tête. Très bien. Mais j'ai besoin que tu comprennes une chose. Le système a été créé pour protéger les enfants. Ils vont scruter chaque aspect de ta vie, tes motivations, ta stabilité émotionnelle. Es-tu préparé à ça ? Édouard pensa à la nuit précédente, quand Sophia avait offert sa seule couverture pour réconforter un étranger en souffrance. Il pensa à la générosité pure d'une enfant qui avait tout perdu mais trouvait encore la force de prendre soin des autres. « Je suis préparé à tout ce qui signifie garder Sophia en sécurité et aimer », répondit Édouard. La question, le système est-il préparé à découvrir que parfois, la famille parfaite ne se présente pas de la manière traditionnelle ? Mais même en parlant avec conviction, Édouard ne pouvait ignorer le nœud dans son estomac. La réunion avec les services de protection de l'enfance était prévue dans 2 heures,
et il avait le pressentiment que sa vie était sur le point de changer d'une manière à laquelle même son expérience des négociations complexes ne l'avait pas préparé. Le bâtiment des services de protection de l'enfance contrastait radicalement avec les bureaux luxueux auxquels Édouard était habitué. Peinture écaillée, meubles usés et une légère odeur de désinfectant masquaient à peine la réalité d'un système surchargé et sous-financé. Sophia marchait à ses côtés, lui serrant la main de plus en plus fort à mesure qu'ils approchaient de la salle de réunion. Le docteur Béatrice Almeida, une assistante sociale avec 12 ans d'expérience, les accueillit avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait vu de nombreux cas au fil des ans, des enfants abandonnés, des familles brisées, des adultes bien intentionnés qui ne comprenaient pas la complexité de ce qu'ils se proposaient de faire. Monsieur Montgomery, Sophia, salua-t-elle en désignant des chaises inconfortables devant une table rayée. Merci d'être venu. Édouard remarqua immédiatement le ton formel, presque froid, de l'assistante sociale. Il connaissait cette posture. C'était la même qu'il utilisait lorsqu'il suspectait des adversaires dans des négociations d'entreprise. Sophia, ma chérie, s'adressa directement le docteur Béatrice à la fillette. J'aimerais que tu me racontes comment tu as rencontré Monsieur Montgomery. Sophia regarda nerveusement Édouard avant de répondre. Il pleurait dans la rue, comme moi quand j'ai froid. Je lui ai offert ma couverture. Et que s'est-il passé ensuite? Il m'a emmené dans un très bel hôtel avec un grand lit et de la nourriture délicieuse. Et aujourd'hui, il m'a aidé à chercher ma mamie. Le docteur Béatrice prit des notes dans un dossier épais. Sophia, te sens-tu en sécurité avec Monsieur Montgomery? Très en sécurité, répondit Sophia sans hésitation. Il est aussi gentil que mamie l'était. Édouard sentit une vague d'émotion mais maintint une expression contrôlée. Il savait qu'il était observé et jugé à chaque réaction. Monsieur Montgomery, l'assistante sociale tourna son attention vers lui. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas immédiatement prévenu les autorités de la découverte d'un enfant non accompagné? J'étais en état de choc, répondit Édouard honnêtement. Je venais de perdre ma femme, et trouver Sophia dans la rue, c'était instinctif de vouloir l'aider immédiatement. Je comprends votre perte et mes condoléances, mais le protocole existe pour une raison. Les enfants vulnérables doivent être immédiatement référés aux autorités compétentes. Auriez-vous laissé une enfant de 7 ans seule dans la rue par une nuit d'hiver pendant que vous remplissiez des formulaires? Le docteur Béatrice se raidit. Monsieur Montgomery, je ne remets pas en question votre gentillesse, je remets en question votre jugement. Vous n'avez aucune expérience avec les enfants. Vous êtes en deuil d'une perte récente et vous avez pris une décision impulsive qui aurait pu avoir de graves conséquences. Sophia tira sur le bras d'Édouard. Monsieur Montgomery, la dame est fâchée contre moi? Non, ma chérie, répondit doucement Édouard. Elle fait juste son travail, qui est de s'assurer que les enfants comme toi sont en sécurité. Je dois être honnête, continua le docteur Béatrice. Votre situation est irrégulière. Sophia a besoin de soins spécialisés, d'une thérapie pour surmonter la perte de sa grand-mère et d'un environnement structuré. Pas d'un homme seul, en deuil, sans expérience parentale. Et si j'étais prêt à fournir tout cela? Thérapie, soutien éducatif, un environnement structuré? L'argent ne résout pas tous les problèmes, Monsieur Montgomery. Sophia a besoin de stabilité émotionnelle, quelque chose que, franchement, vous ne pouvez pas offrir en ce moment. Édouard sentit la colère monter mais se contrôla. Docteur Béatrice, avec tout le respect que je vous dois, comment pouvez-vous juger de ma stabilité émotionnelle sans me connaître? Parce que je connais le profil. Des hommes qui ont réussi, habitués à résoudre les problèmes avec des ressources financières, qui croient pouvoir sauver un enfant traumatisé. Cela ne dure généralement pas 6 mois avant qu'ils ne réalisent qu'un enfant n'est pas un projet de charité. C'est du préjugé, dit Édouard, la voix durcie. Sophia commença à s'agiter sur sa chaise. S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. Le docteur Béatrice adoucit légèrement son ton. Sophia, personne ne se dispute. Nous parlons juste de ce qui est le mieux pour toi. Je sais ce qui est le mieux pour moi, dit Sophia avec une fermeté surprenante pour son âge. C'est de rester avec quelqu'un qui me traite bien, me laisse dessiner et ne me laisse pas avoir froid ou faim. Ma chérie, Monsieur Montgomery a une vie très occupée. Il travaille beaucoup, voyage, a des responsabilités. Tu aurais besoin de quelqu'un qui puisse se consacrer à plein temps à prendre soin de toi. Je peux changer ma routine, intervint Édouard. Je peux engager de l'aide, réduire les voyages, faire tous les ajustements nécessaires. Et pour combien de temps?
Jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe? Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'élever un enfant traumatisé est plus complexe que de gérer des entreprises? Édouard prit une profonde inspiration, luttant pour contrôler sa frustration. Docteur Béatrice, puis-je vous demander quelle est votre alternative? Où resterait Sophia si ce n'est avec moi? Nous avons un refuge spécialisé pour les enfants ayant un passé d'abandon, la Maison de l'Espoir. C'est une institution réputée avec des professionnels qualifiés. D'autres enfants dans des situations similaires. Sophia se recroquevilla sur sa chaise. Je ne veux pas aller dans un endroit avec des inconnus. Ils ne seront pas des inconnus longtemps, Sophia, et il y a d'autres enfants là-bas qui comprendront ce que tu as vécu. Mais je ne veux pas d'autres enfants. Je veux rester avec Monsieur Montgomery. Le docteur Béatrice ferma le dossier avec finalité. Monsieur Montgomery, je vais être clair. Sophia restera sous la garde temporaire de l'État jusqu'à ce que sa situation soit résolue. Vous pouvez entamer le processus d'éligibilité à l'adoption, mais cela prendra des mois, peut-être des années. Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous ne pouvez pas simplement m'enlever Sophia. Elle n'est pas un objet à redistribuer. Je peux, et je le ferai. C'est ma responsabilité légale d'assurer son bien-être. Sophia se mit à pleurer silencieusement, s'accrochant au bras d'Édouard. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas loin de lui. Je promets d'être sage. Le cœur d'Édouard se brisa au plaidoyer désespéré de Sophia. En moins de 48 heures, elle de perdre docteur Béatrice, dit Édouard, la voix chargée d'une émotion contenue, je vous supplie de reconsidérer. Donnez-moi une chance de prouver que je peux bien m'occuper de Sophia. Monsieur Montgomery, ma décision est prise. Sophia sera transférée à la Maison de l'Espoir aujourd'hui. Mais alors que l'assistante sociale parlait, Sophia fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit un papier plié de sa poche et le tendit au docteur Béatrice. Je peux vous montrer quelque chose? C'était un dessin qu'elle avait fait dans le bureau d'Henri, Édouard, Sophia et une femme avec des ailes, représentant clairement sa grand-mère au ciel, tous souriant ensemble. Mamie m'a dit que quand je trouverais une bonne famille, je le saurais dans mon cœur. Mon cœur m'a dit que Monsieur Montgomery est ma famille maintenant. Le dessin toucha quelque chose de profond chez le docteur Béatrice, mais elle maintint sa posture professionnelle. Cependant, Édouard remarqua une hésitation dans ses yeux qui n'était pas là auparavant, une petite fissure dans sa certitude absolue sur ce qui serait le mieux pour Sophia. Le silence dans le bureau des services de protection de l'enfance fut rompu par la sonnerie stridente d'un téléphone portable. Le docteur Béatrice répondit avec une expression irritée, mais sa posture changea radicalement au fur et à mesure de la conversation. Édouard vit son visage se durcir, puis montrer du choc, et enfin une réelle inquiétude. Compris. Oui, il est ici avec moi maintenant. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes sûr? Quand est-ce arrivé? Elle raccrocha et regarda Édouard avec une expression complètement différente. Plus de suspicion, mais de l'urgence. Monsieur Montgomery, une information vient de tomber qui change complètement notre situation. Un homme s'est présenté à l'hôpital universitaire il y a 1 heure, prétendant être le père biologique de Sophia. Édouard sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sophia a dit qu'elle ne connaissait pas son père. Il prétend avoir laissé Sophia avec sa grand-mère il y a quelques années, mais avoir toujours maintenu le contact. Il a apporté des documents qui semblent prouver sa paternité. Sophia, qui avait arrêté de pleurer pour écouter la conversation, fronça les sourcils. Je n'ai pas de père. Mamie a toujours dit que mon père était parti avant ma naissance. Ma chérie, parfois les grand-mères protègent les enfants de vérités difficiles, expliqua doucement le docteur Béatrice. Il dit qu'il vivait dans une autre ville pour le travail et qu'il venait te voir régulièrement. Ce n'est pas vrai, s'exclama Sophia. Je me souviens de tout. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Édouard sentit un instinct protecteur féroce monter en lui. Docteur Béatrice, quel genre de document a-t-il présenté? Un acte de naissance le désignant comme père, quelques vieilles photos, et bien, il connaissait des détails spécifiques sur Sophia qu'il serait difficile de savoir sans avoir vécu avec elle. Quels détails? Demanda Édouard, méfiant. Il connaissait son talent artistique, la broche de sa grand-mère, même la couverture qu'elle transporte. Édouard et Sophia échangèrent des regards alarmés. Comment un parfait inconnu pouvait-il connaître des informations aussi intimes? Où est-il maintenant? Demanda Édouard. En route pour ici. Il a insisté pour voir Sophia immédiatement. Sophia se leva brusquement de sa chaise. Je ne veux pas voir de faux père. Ce n'est pas mon papa.
Sophia, nous devons résoudre cela légalement, dit le docteur Béatrice, mais sa voix montrait moins de certitude qu'auparavant. S'il est vraiment ton père biologique, il a des droits légaux sur toi. Et s'il ne l'est pas, questionna Édouard. Et s'il s'agit de quelqu'un qui a découvert Sophia grâce à la couverture médiatique de l'affaire? Mon nom est public, la situation de Sophia l'est devenue aussi. Le docteur Béatrice sembla considérer cette possibilité pour la première fois. Vous pensez que quelqu'un pourrait profiter de la situation? Je ne sais pas, mais trop de coïncidences me rendent méfiant. Un père absent pendant 7 ans apparaît exactement au moment où Sophia gagne en visibilité publique aux côtés d'un homme d'affaires millionnaire. Avant que le docteur Béatrice ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Un homme débraillé d'environ 40 ans, aux cheveux gras et aux vêtements mal ajustés, entra dans la pièce, accompagné d'un avocat bien habillé. « Où est ma fille ?» demanda l'homme de façon théâtrale, s'adressant directement à Sophia. « Papa est enfin là pour te chercher, ma princesse. » Sophia recula instinctivement, se cachant derrière Édouard. « Je ne vous connais pas, dit-elle d'une voix tremblante. « Bien sûr que si. Tu te souviens quand je t'emmenais au parc, quand je t'ai appris à dessiner ?» insista l'homme en s'approchant. « C'est ma mamie qui m'a appris à dessiner, pas vous » s'écria Sophia. L'avocat de l'homme intervint. « Je suis Alex Miller. Je représente monsieur Roger Smith, le père biologique de Sophia. Nous avons ici tous les documents nécessaires pour prouver la paternité. » Édouard étudia l'homme nommé Roger avec les yeux d'un négociateur expérimenté. Quelque chose n'allait définitivement pas. Son langage corporel, ses yeux qui ne croisaient pas directement ceux de Sophia, la façon dont il parlait d'elle comme s'il suivait un scénario. « Puis-je voir ces documents ?» demanda Édouard. Monsieur Miller hésita. « Je ne vois pas pourquoi un tiers aurait besoin d'examiner des documents familiaux privés. Parce que ce tiers a été responsable du bien-être de Sophia ces 2 derniers jours, répondit fermement Édouard. Le docteur Béatrice tendit la main. « Je dois voir les documents pour évaluer la situation. » Pendant qu'elle examinait les papiers, Édouard observait Roger essayer d'interagir avec Sophia. L'homme ne savait clairement pas comment se comporter avec une enfant. Ses gestes étaient mécaniques, ses mots sonnaient faux. « Sophia, tu te souviens de la chanson que je te chantais pour t'endormir ?» essaya Roger. « Je ne m'en souviens pas parce que vous ne m'avez jamais chanté, » répondit Sophia, s'agrippant plus fermement à Édouard. « Bien sûr que si. C'était cette berceuse. » Sophia regarda Édouard avec une expression d'étrangeté totale. « Mamie me chantait toujours « Fais dodo », colla mon petit frère pour dormir. Cet homme ne sait même pas quelle chanson. » Édouard sentit ses soupçons se confirmer. Roger ne connaissait pas les détails intimes de la vie de Sophia. Il avait été briefé sur des informations générales, mais pas sur les petites particularités que seule une personne ayant vécu avec elle connaîtrait. « Docteur Béatrice, » dit Édouard, « j'aimerais poser quelques questions à monsieur Smith. » « Je ne vois pas la nécessité, » intervint rapidement monsieur Miller. « Les documents parlent d'eux-mêmes. »« Alors pourquoi la peur de simples questions ?» insista Édouard. « Monsieur Smith, pouvez-vous me dire le jouet préféré de Sophia ?» Roger hésita. « Elle aime les poupées. »« Je n'ai pas de poupée, » dit Sophia, confuse. « J'aime dessiner. »« Et quelle était la friandise préférée de Sophia que sa grand-mère préparait ?» continua Édouard. « Des boules de fudge au chocolat, » répondit rapidement Roger. « Des bonbons à la noix de coco, » corrigea Sophia, regardant l'homme avec une méfiance croissante. « Mamie faisait des bonbons à la noix de coco tous les dimanches. » Le docteur Béatrice observait l'interaction avec un intérêt grandissant. Son expérience avec les enfants lui disait que Sophia était sincère dans son rejet de l'homme, et les réponses incorrectes de Roger étaient préoccupantes. « Monsieur Smith, » dit-elle, « pouvez-vous expliquer pourquoi Sophia ne vous reconnaît pas si vous mainteniez un contact régulier? Elle a été traumatisée par la perte de sa mère, je veux dire, de sa grand-mère, » se corrigea rapidement Roger, mais le lapsus ne passa pas inaperçu. Édouard et le docteur Béatrice échangèrent des regards significatifs. Monsieur Miller réalisa que la situation lui échappait et tenta de reprendre le contrôle de la conversation. « Écoutez, nous avons des documents légaux ici. Quelle que soit la situation émotionnelle, la loi est claire sur les droits paternels. La loi est également claire concernant les documents falsifiés, » dit sèchement Édouard. « Insinue ? J'insinue que je vais demander une enquête complète sur l'authenticité de ces documents et sur les véritables intentions de monsieur Smith. » Sophia s'approcha du docteur Béatrice et lui chuchota quelque chose à l'oreille.
L'assistante sociale hocha la tête et s'adressa à Roger. Monsieur Smith, Sophia m'a dit que sa grand-mère racontait toujours une histoire spécifique sur la raison pour laquelle son père n'est jamais apparu. Pouvez-vous me raconter cette histoire? Roger devint visiblement nerveux. Je ne sais pas de quelle histoire vous parlez. Sophia regarda Édouard avec des yeux remplis de larmes, mais cette fois, non pas de tristesse, mais de peur. Ce n'est pas mon papa, monsieur Montgomery. Cet homme veut m'emmener loin de vous. Et à ce moment, Édouard réalisa que ce qui avait commencé comme une simple garde temporaire s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux, une bataille juridique qui pourrait arracher Sophia de sa vie pour toujours. Le bureau d'Édouard n'avait jamais connu une telle frénésie d'activité. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation au service de protection de l'enfance, et chaque bureau était couvert de documents, les ordinateurs affichaient des feuilles de calcul complexes et les téléphones sonnaient sans cesse. Henri coordonnait une équipe de 6 avocats spécialisés, 2 enquêteurs privés et un expert en documents. Sophia restait aux côtés d'Édouard, dessinant dans un immense carnet à croquis qu'il lui avait acheté spécialement. Ses dessins s'étaient assombris ces derniers jours. Des silhouettes d'hommes menaçants poursuivant une petite fille, des nuages sombres couvrant des maisons heureuses. Édouard percevait que, malgré son courage apparent, elle était profondément ébranlée par la situation. Édouard s'approcha Henri avec un dossier à la main. « Nous venons de recevoir le premier rapport de l'enquêteur. Tu vas vouloir entendre ça. » Sophia leva les yeux de son dessin. « C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? » « Nous ne le savons pas encore, ma chérie, » répondit honnêtement Édouard. « Mais nous allons le découvrir ensemble. » Henri ouvrit le dossier et commença à lire. Roger Smith, 42 ans. Casier judiciaire pour des délits mineurs, fraude, falsification de documents, tentative d'extorsion. Jamais enregistré à Fairview, jamais travaillé dans la région, et aucun dossier médical de lui pendant la période où il prétendait rendre visite à Sophia. Édouard sentit un mélange de soulagement et de colère. C'est donc un criminel qui essaie de profiter de la situation. C'est pire, continua Henri. Notre enquêteur a découvert qu'il a été approché par quelqu'un il y a une semaine. Quelqu'un qui lui a offert de l'argent pour se faire passer pour le père de Sophia. Qui? Demanda Édouard, bien qu'il soupçonnât la réponse. Nous ne le savons pas encore. Mais il y a plus. Alex Miller, l'avocat représentant Roger, n'est pas exactement ce qu'il semble être. Sophia arrêta de dessiner, prêtant une attention totale à la conversation. Édouard remarqua qu'elle avait développé une capacité impressionnante à comprendre les conversations d'adultes, une triste conséquence d'avoir dû mûrir trop vite. Que as-tu découvert sur l'avocat? La licence d'Alex Miller au barreau est suspendue depuis 6 mois pour conduite contraire à l'éthique dans des affaires de garde d'enfants. Apparemment, il a un schéma. Il identifie des cas d'adoption impliquant des personnes fortunées, puis orchestre des apparitions de prétendus parents pour extorquer de l'argent. Édouard serra les poings, luttant pour contrôler sa rage. Combien d'enfants ont été lésés par ce stratagème? D'après les dossiers que nous avons réussi à obtenir, au moins 5 cas au cours des 2 dernières années. Toujours le même schéma, enfants vulnérables, famille adoptive avec des ressources, apparition mystérieuse d'un parent biologique avec des documents douteux. Sophia se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Monsieur Montgomery, s'ils ont découvert que l'homme est un imposteur, est-ce que ça veut dire que je peux rester avec vous? Édouard s'agenouilla à côté d'elle. Cela signifie que nous en sommes plus proches, Sophia, mais nous devons encore tout prouver légalement. Et le docteur Béatrice? Veut-elle toujours m'envoyer au refuge? Henri répondit, nous lui avons parlé hier. Après les incohérences dont elle a été témoin, elle est prête à envisager une garde temporaire avec Édouard pendant que l'enquête se poursuit. Mais il y a des conditions. Quelles conditions? Demanda Édouard. Supervision hebdomadaire, évaluation psychologique pour vous deux, et Sophia doit commencer une thérapie immédiatement pour surmonter la perte de sa grand-mère. J'accepte toutes les conditions, dit Édouard sans hésitation. Le téléphone sonna et la secrétaire d'Édouard annonça. Monsieur Montgomery, le docteur Béatrice est en ligne. Elle dit que c'est urgent. Édouard répondit sur haut-parleur pour que Sophia puisse entendre. Docteur Béatrice, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Monsieur Montgomery, la situation s'est encore compliquée. Roger et Monsieur Miller ont approché la presse. Il y a une équipe de télévision devant les services de protection de l'enfance en ce moment, et ils racontent une version très différente de l'histoire. Édouard sentit son estomac se nouer. Quelle version? Ils disent que vous êtes un homme riche, récemment veuf, qui a enlevé un enfant vulnérable dans la rue.
que vous utilisez votre influence et votre argent pour empêcher une famille de se réunir. Sophia pâlit. Il raconte des mensonges sur vous à la télé. Il semble que oui, ma chérie, dit Édouard, sentant sa fureur monter. Henri, est-ce que ça change nos plans? En fait, ça pourrait jouer en notre faveur, répondit Henri, pensif. S'ils sont allés voir les médias, c'est qu'ils savent que les documents ne résisteront pas à une enquête sérieuse. C'est un geste désespéré. Il y a autre chose, continua le docteur Béatrice. J'ai reçu un appel d'une journaliste d'investigation, Marsha Davis, de la chaîne 7 News. Elle dit qu'elle enquête sur Alex Miller depuis des mois pour des cas similaires. Elle veut vous parler. C'est bon ou mauvais? Demanda Sophia. Édouard réfléchit un instant. Ça pourrait être très bon, Sophia. Si nous pouvons montrer la vérité à tout le monde, pas seulement aux juges, peut-être pourrons-nous empêcher d'autres enfants de vivre ce que tu vis. Monsieur Montgomery, ajouta le docteur Béatrice, il y a une audience prévue pour demain. Le juge veut entendre toutes les parties avant de prendre une décision sur la garde temporaire de Sophia. Après avoir raccroché, Édouard s'assit lourdement dans son fauteuil. En une semaine, sa vie s'était complètement transformée, passant d'un homme d'affaires concentré uniquement sur ses entreprises à un homme luttant pour la garde d'une enfant qu'il connaissait à peine, mais qui était devenu le centre de son monde. Sophia s'approcha et posa sa petite main sur la sienne. « Monsieur Montgomery, avez-vous peur ?»« Un peu, Camille. »« Et toi ?»« Moi aussi, mais moins peur qu'avant. »« Pourquoi ?»« Parce que maintenant, je sais que vous n'allez pas m'abandonner. Et je ne t'abandonnerai jamais non plus. » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. Cette fille, qui avait tant perdu, trouvait encore la force de réconforter les autres. Elle lui avait appris plus sur le courage en une semaine qu'il n'en avait appris en 45 ans de vie. Henri observait l'interaction avec un sourire triste. « Édouard, je veux que tu saches que demain sera difficile. Ils attaqueront ton caractère, tes motivations, ta stabilité émotionnelle. Ils essaieront de te peindre comme un homme désespéré qui tente de remplacer le vide laissé par Elena avec un enfant. C'est donc ce qu'ils pensent, demanda Édouard. Peu importe ce qu'ils pensent, dit Sophia avec une détermination surprenante. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai. Et la vérité, c'est que vous m'avez sauvé, et maintenant, je veux vous sauver aussi. Édouard regarda Sophia, puis Henri, puis toute l'activité frénétique autour de lui. Toute sa vie avait été bâtie sur le contrôle, la planification, des stratégies soigneusement calculées. Mais cette bataille était différente. Il ne s'agissait pas de profit ou de perte, de contrat ou de compétition. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus simple et d'infiniment plus complexe, une famille qui s'était formée de la manière la plus improbable possible et qui devait maintenant prouver au monde que le véritable amour ne suit pas les règles conventionnelles. Demain, dans une salle d'audience, leur avenir serait décidé par un juge qui ne connaissait pas leurs histoires, n'avait pas été témoin de leur connexion, ne comprenait pas que parfois, la famille parfaite ne naît pas de plans minutieux, mais de deux cœurs brisés se trouvant l'un l'autre dans l'heure la plus sombre. Le centre de justice pour mineurs et familles bourdonnait d'activité en ce froid jeudi matin. Des journalistes s'entassaient sur les marches du palais de justice, des caméras de télévision étaient stratégiquement positionnées et des curieux se rassemblaient pour suivre l'affaire qui avait pris une ampleur nationale. Édouard tenait fermement la main de Sophia alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, la protégeant des flashs et des questions criées par les reporters. « Monsieur Montgomery, est-il vrai que vous avez offert de l'argent pour garder l'enfant? Sophia, que pensez-vous de votre père biologique? Avez-vous quelque chose à cacher ?» Édouard garda les yeux fixés droit devant, mais sentit Sophia serrer sa main plus fort. Elle portait une robe bleu clair qu'il avait achetée spécialement pour l'audience et tenait son portfolio de dessin. Henri avait suggéré que ses talents artistiques pourraient être pertinents pour l'affaire. La salle d'audience était plus petite qu'Édouard ne l'attendait, avec des bancs en bois sombre et une atmosphère solennelle qui contrastait avec le cirque médiatique extérieur. La juge Clara Davis, 56 ans, avec une grande expérience des affaires familiales, présidait la séance, connue pour son impartialité et sa rigueur. De l'autre côté de la salle, Roger Smith semblait mal à l'aise dans un costume mal ajusté, chuchotant nerveusement avec Alex Miller. Édouard remarqua que les deux évitaient le contact visuel direct avec lui et Sophia, un signe clair qu'ils savaient que leur mascarade était sur le point de s'effondrer. « Bonjour à tous », commença la juge Davis. Nous sommes ici pour déterminer l'intérêt supérieur de la mineure Sophia Miller-Smith concernant sa garde temporaire. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette audience porte sur le bien-être d'un enfant,
et non sur des spectacles médiatiques. Elle jeta un regard sévère aux caméras qui n'avaient été autorisées à filmer que le début de la séance. Alex Miller se leva le premier. « Votre honneur, mon client, Roger Smith, est le père biologique de la mineure. Il ne cherche qu'à retrouver sa fille après une période de séparation forcée par les circonstances. » « Et pourquoi cette période de séparation, maître Miller ?» demanda la juge. « Mon client travaillait dans une autre ville, envoyant un soutien à la mère de l'enfant, je veux dire, à la grand-mère, et maintenait un contact régulier. » Sophia s'agita sur son siège à côté d'Edward. Elle avait demandé à parler à l'audience, et Edward admirait son courage, bien qu'il craignît que l'expérience ne soit trop traumatisante. « Monsieur Smith ?» La juge s'adressa directement à l'homme. « Pouvez-vous me dire la dernière fois que vous avez vu Sophia avant cette semaine ?» Roger hésita. « C'était, il y a quelques mois. Je venais régulièrement. »« Votre honneur, » interrompit respectueusement Henry, « je voudrais présenter des preuves qui contredisent cette affirmation. » La juge lui fit signe de continuer. Henry présenta une série de documents, les dossiers médicaux de Sophia qui ne mentionnaient aucun père présent, les dossiers scolaires où seule la grand-mère était répertoriée comme tuteur, et des témoignages sous serment de voisins qui n'avaient jamais vu Roger dans le quartier. De plus, votre honneur, nous avons des preuves que M. Roger Smith a un casier judiciaire pour falsification de documents et a été approché par des tiers pour assumer cette fausse identité. Alex Miller bondit de sa chaise. Objection. Ce sont des accusations sans fondement destinées à diffamer mon client. Elles ne sont pas sans fondement, dit calmement la juge. S'il y a des documents pour les prouver, maître Castle, continuez. Henry présenta le rapport de l'enquêteur privé, des photographies de Roger rencontrant des individus suspects et des relevés financiers montrant des paiements inexpliqués sur son compte bancaire. Sophia tira sur la manche d'Edward. « Je peux parler maintenant ?» Edward regarda Henry, qui hocha la tête. « Votre honneur, Sophia aimerait s'adresser à la cour. »« Bien sûr, ma chérie, » dit la juge doucement. « Viens ici. » Sophia se dirigea vers l'avant de la salle d'un pas ferme, portant son portfolio de dessin. Sa voix était claire et déterminée lorsqu'elle commença à parler. « Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie, » dit-elle en pointant Roger. « Ma mamie m'a toujours dit que mon papa était parti avant ma naissance et n'était jamais revenu. »« Elle ne t'a pas menti, Sophia ?» demanda doucement la juge. « Comment es-tu si sûre que ta grand-mère ne te protégeait pas ?»« Parce qu'elle me disait tout. Quand nous n'avions pas d'argent pour la nourriture, elle me le disait. Quand elle était malade, elle me le disait. Elle disait toujours que la famille n'a pas à être un mensonge. » Sophia ouvrit son portfolio et sortit un dessin qu'elle avait fait la veille au soir. Détaillé de sa vie avec sa grand-mère. Les deux faisant des friandises dans la cuisine, lisant des livres ensemble, mamie lui tressant les cheveux. Dans un coin, il y avait une silhouette masculine couverte par un nuage sombre. « Ça, c'est mon vrai papa », expliqua Sophia en montrant la silhouette sombre. Mamie a dit que c'était une personne triste qui ne savait pas comment aimer. Mais cet homme là-bas, elle pointa Roger, n'est pas triste. C'est un menteur. La salle tomba dans un silence complet. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire. « Et monsieur Montgomery ?» demanda la juge. Sophia tourna la page et montra un autre dessin, Edward et elle marchant ensemble sous un ciel étoilé, avec une figure féminine angélique, clairement la grand-mère, souriant depuis le ciel. Il m'a sauvé quand j'avais le plus froid et le plus peur de ma vie. Et je l'ai sauvé aussi, parce qu'il pleurait seul dans la rue. Mamie disait toujours, la famille, c'est quand les gens se sauvent les uns les autres. Edward sentit des larmes couler sur son visage. Cette fillette de 7 ans venait de définir la famille d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Votre honneur, se leva brusquement Roger, je ne peux plus faire ça. Alex Miller tenta de l'arrêter, mais Roger le repoussa. Cette fille a raison. Je ne suis pas son père. Quelqu'un m'a payé pour faire semblant. J'avais besoin de l'argent, mais elle ne mérite pas ça. Le tumulte dans la salle fut immédiat. Alex Miller tenta de limiter les dégâts, mais Roger lui-même avouait publiquement. « Qui vous a payé ?» demanda sévèrement la juge. « Je ne connais pas leur vrai nom. Un homme m'a approché, a dit qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, que je devais juste faire semblant pendant quelques semaines. » La juge frappa plusieurs fois de son maillet pour rétablir l'ordre. « Maître Miller, votre client vient d'admettre un complot et une fraude. Cette audience est suspendue pendant que les autorités enquêtent sur ces allégations. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la porte de la salle d'audience s'ouvrit.
Une femme élégante se précipita à l'intérieur, suivie d'un homme en costume coûteux. « Votre honneur, » dit la femme, « je suis Marsha Davis, une journaliste d'investigation. J'ai des informations cruciales sur cette affaire qui ne peuvent attendre. » La juge hésita. « Mademoiselle Davis, c'est très irrégulier. Votre honneur, nous avons découvert qui est derrière cette fraude, et la personne responsable est dans cette salle en ce moment. » Tout le monde se retourna, fouillant la pièce du regard, tandis que Sophia se rapprochait instinctivement d'Edouard. La révélation qui allait suivre changerait tout ce qu'il pensait savoir sur l'affaire. Marsha Davis s'avança avec détermination vers le centre de la pièce, portant un dossier volumineux et un enregistreur numérique. Ses 20 ans de journalisme d'investigation lui avaient appris à reconnaître les stratagèmes complexes, mais cette affaire avait révélé des couches de corruption qui choquaient même son expérience de vétéran. « Votre honneur, » commença-t-elle, « depuis 3 mois, j'enquête sur un réseau de falsification de documents et d'extorsion qui cible spécifiquement les cas d'adoption impliquant des familles aisées. Alex Miller n'est qu'une petite pièce de cette opération. » La juge regarda sévèrement M. Miller, qui avait visiblement pâli. « Continuez, mademoiselle Davis. Le véritable cerveau derrière ce réseau est quelqu'un ayant un accès privilégié aux informations sur les processus d'adoption, quelqu'un qui peut manipuler des documents officiels et connaît intimement le système juridique. » Edouard serra Sophia plus près de lui, sentant qu'une révélation dévastatrice approchait. La fillette lui serra la main, ses grands yeux fixés sur la journaliste. « Au cours de mon enquête, j'ai découvert que cette personne orchestre de faux cas depuis plus de 2 ans, suivant toujours le même schéma, identifier des familles riches intéressées par l'adoption, puis créer de faux parents biologiques pour extorquer de l'argent ou faire chanter les familles. » Marsha ouvrit son dossier et sortit une série de photographies. Ces images ont été prises la semaine dernière, montrant des réunions secrètes entre M. Miller, Roger Smith et la personne qui dirige vraiment cette opération. Elle plaça les photographies sur le bureau de la juge. Edouard ne pouvait pas voir clairement, mais il remarqua que la juge Davis semblait visiblement choquée en examinant les images. « Votre honneur, » continua Marsha, « la personne responsable de cette fraude est assise dans cette salle d'audience en ce moment. » Un silence tendu remplit l'air. Edouard regarda autour de lui, examinant chaque visage présent. À part eux, il n'y avait que le personnel du tribunal, quelques journalistes autorisés. « Ce n'est pas possible, » murmura Edouard en suivant le regard de Marsha. « Le docteur Béatrice Almeida, » dit clairement Marsha. Assistante sociale depuis 12 ans, avec un accès complet au dossier des enfants vulnérables, responsable de l'évaluation des familles adoptives et le véritable cerveau derrière ce réseau criminel. Le docteur Béatrice se leva brusquement de sa chaise. « C'est absurde. Je suis une fonctionnaire dévouée. Comment osez-vous ? » « Docteur Béatrice, » interrompit Marsha, « j'ai ici des enregistrements de vos conversations téléphoniques avec M. Miller, des relevés bancaires montrant des paiements réguliers sur votre compte et des témoignages de 3 familles victimes de stratagèmes identiques coordonnés par vous. » Sophia regarda confusément Edouard. « Monsieur Montgomery, la dame qui voulait m'envoyer au refuge est une mauvaise personne ?» Edouard se sentit nauséeux en traitant l'information. La femme qui avait jugé sa capacité à s'occuper de Sophia, qui avait remis en question ses motivations, qui avait menacé de les séparer. Cette même femme était la criminelle derrière tout le stratagème. « Comment l'avez-vous découvert ?» demanda la juge Davis à Marsha. « J'ai commencé à remarquer un schéma dans les cas. Toujours la même assistante sociale impliquée, toujours des familles riches comme cible, toujours des parents apparaissant au bon moment. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est sa réaction au cas d'Edouard et Sophia. » Marsha se tourna vers le couple. Le docteur Almeida était furieuse quand Roger a avoué, non pas parce que la justice était rendue, mais parce que son stratagème s'effondrait publiquement. Le docteur Béatrice tenta de se diriger vers la porte, mais 2 huissiers lui bloquèrent la sortie. « Vous ne comprenez pas » dit-elle désespérément. « J'ai travaillé avec des enfants abandonnés pendant des années. Je vois des familles riches qui pensent pouvoir tout acheter, y compris des enfants. J'ai juste équilibré la situation. En privant ces enfants de la chance d'avoir de vraies familles, » demanda Edouard, la voix remplie d'indignation. « Vous ne comprenez pas. Des hommes comme vous apparaissent, font des promesses, puis abandonnent les enfants quand la nouveauté s'estompe. J'ai protégé ces enfants. » Sophia lâcha la main d'Edouard et se dirigea vers le docteur Béatrice. Tout le monde dans la salle se tendit, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Qui protégiez-vous »
demanda Sophia avec une clarté impressionnante pour ses 7 ans. Vous vouliez m'envoyer loin de la seule personne qui m'a fait me sentir en sécurité après la mort de mamie. Vous avez amené un homme menteur qui m'a fait peur. En quoi est-ce que ça me protège? Le docteur Béatrice resta sans voix face à la question simple mais dévastatrice de Sophia. Savez-vous ce qui se passe quand les adultes décident de ce qui est le mieux pour les enfants sans demander aux enfants? Continua Sophia. Les enfants se perdent et ont peur, comme moi quand vous avez dit que je ne pouvais pas rester avec Monsieur Montgomery. Édouard s'approcha et posa une main sur l'épaule de Sophia, fier de son courage, mais inquiet que la situation ne soit trop traumatisante pour elle. La juge Davis frappa de son maillet. Docteur Béatrice Almeida, vous êtes en état d'arrestation pour complot, falsification de documents, extorsion et abus d'autorité. Officier, veuillez l'escorter dehors. Alors que le docteur Béatrice était emmené menotté, elle cria à Édouard, vous vous lasserez d'elle dans 6 mois. Vous vous lassez tous? Sophia serra la main d'Édouard. Elle a tort, n'est-ce pas, monsieur Montgomery? Vous ne vous lasserez pas de moi. Jamais, Sophia, répondit Édouard en s'agenouillant pour être à sa hauteur. La vraie famille ne se lasse pas l'une de l'autre. La vraie famille se renforce ensemble. Marsha s'approcha d'eux. Monsieur Montgomery, Sophia, j'aimerais vous parler après l'audience. Cette histoire doit être racontée. Il y a d'autres enfants qui ont été lésés par ce stratagème, d'autres familles qui ont été séparées. La juge Davis reprit le contrôle de l'audience. Compte tenu des événements extraordinaires qui viennent de se dérouler, je vais prendre une décision immédiate concernant la garde de Sophia. Édouard retint son souffle. Malgré toute la vérité qui avait été révélée, il savait que les décisions judiciaires pouvaient être imprévisibles. Il est clair pour ce tribunal que Sophia Miller-Smith a été victime d'une manipulation criminelle élaborée. Il est également clair qu'elle a trouvé en Édouard Montgomery non seulement un protecteur, mais une véritable famille. Sophia sourit pour la première fois depuis des jours. Par conséquent, j'accorde la garde temporaire de Sophia à Édouard Montgomery, avec une supervision mensuelle minimale, pendant que le processus d'adoption formelle se poursuit par les voies appropriées. La salle éclata en applaudissements de la part des journalistes et des observateurs. Sophia se jeta dans les bras d'Édouard, se permettant enfin de pleurer, mais cette fois, des larmes de joie et de soulagement. Henri s'approcha, les larmes aux yeux. « Édouard, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Mais en serrant Sophia dans ses bras, Édouard savait que le vrai voyage ne faisait que commencer. Ils avaient gagné la bataille juridique. Mais construire une vraie famille basée sur l'amour, la confiance et le soin mutuel, serait le véritable test qui les attendait. 2 semaines après l'audience, le manoir d'Édouard s'était transformé d'une maison silencieuse et mélancolique en un foyer plein de vie. Des rires d'enfants résonnaient dans des couloirs qui n'avaient connu que le son de ses pas solitaires. Les dessins de Sophia décoraient les murs du bureau, le réfrigérateur, et même certaines peintures formelles avaient été remplacées par ses œuvres colorées. Édouard regardait Sophia dans le jardin par la fenêtre de la cuisine, où elle avait installé un petit atelier en plein air. Elle peignait à l'aquarelle, concentrée sur un portrait de sa grand-mère qu'elle avait commencé la semaine précédente. Le docteur Paul Thompson, le pédopsychiatre qu'Édouard avait engagé, disait que l'arrêt aidait Sophia à surmonter sa perte de manière saine. « Papa Édouard !» cria Sophia depuis le jardin. « Viens voir, j'ai fini le portrait de mamie. » Édouard sortit dans le jardin, où Sophia lui montra fièrement son travail. C'était impressionnant, non seulement techniquement pour une enfant de 7 ans, mais aussi émotionnellement. Elle avait capturé non seulement l'apparence physique de sa grand-mère, mais aussi sa gentillesse, sa sagesse, la façon dont ses yeux souriaient même quand sa bouche était sérieuse. « C'est magnifique, Sophia. Ta grand-mère serait très fière. »« Je pense qu'elle est fière, » dit Sophia en levant les yeux au ciel. Parfois, je sens qu'elle m'aide à choisir les bonnes couleurs. Ces derniers jours, Édouard avait appris qu'élever un enfant traumatisé était bien plus complexe que n'importe quelle entreprise qu'il avait jamais gérée. Il y avait des nuits où Sophia se réveillait en hurlant, revivant l'abandon dans la rue. Il y avait des moments où elle testait les limites, comme si elle s'attendait à ce qu'il l'abandonne à tout moment. Mais il y avait aussi des moments de pure joie, comme lorsqu'elle lui apprenait à faire des bonbons à la noix de coco en utilisant la recette dont elle se souvenait de sa grand-mère, ou lorsqu'elle réorganisait complètement son bureau pour le rendre plus heureux, ou encore lorsqu'elle s'endormait sur le canapé pendant les films et qu'il la portait dans sa chambre, se sentant vraiment utile pour la première fois depuis des années. « Papa Édouard, » dit Sophia en nettoyant ses pinceaux, « le docteur Thompson a demandé si tu pouvais venir à ma séance aujourd'hui. »
Il veut nous parler à tous les deux. Édouard hocha la tête. Les séances de thérapie familiale étaient devenues une partie importante de leur vie. Initialement réticent à parler de ses propres sentiments, Édouard avait découvert que s'ouvrir émotionnellement était essentiel pour aider Sophia à guérir. À la clinique du Dr Thompson, un après-midi ensoleillé filtrait par les fenêtres de la pièce confortable. Sophia était assise par terre avec du papier et des crayons, comme elle le faisait toujours pendant les séances, tandis qu'Édouard prenait son fauteuil habituel. « Sophia, » commença le Dr Thompson, « tu as beaucoup parlé de la famille dans nos conversations. Peux-tu me dire ce que la famille signifie pour toi maintenant ?» Sophia interrompit son dessin et réfléchit attentivement. « La famille, c'est quand les gens s'inquiètent les uns pour les autres tous les jours. Pas juste parfois. C'est quand on a peur et que quelqu'un te serre dans ses bras. C'est quand tu fais quelque chose de mal et que la personne est triste, mais ne part pas. » Édouard sentit son cœur se serrer. Sans le savoir, Sophia avait décrit exactement ce qu'il ressentait pour elle. « Et Édouard, » se tourna le Dr Thompson vers lui, « comment s'est passée cette transition pour vous, d'homme d'affaires célibataire à père d'une fillette de 7 ans ?»« Terrifiante, » admit Édouard. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un si intensément en si peu de temps. Mais je ne me suis jamais senti aussi complet non plus. »« Complet ? Comment ça ? » Ma vie avec Elena était belle, mais c'était une vie construite pour 2 adultes. Avec Sophia, j'ai découvert des parties de moi-même que je ne savais même pas exister. Une patience que je n'avais jamais eue, une créativité qui était en sommeil, la capacité de profiter des choses simples. Sophia leva les yeux de son dessin. « Papa Édouard, tu m'as complété aussi. Avant de te rencontrer, je me sentais comme un puzzle avec des pièces manquantes. Maintenant, je me sens entière. » Le docteur Thompson sourit. « Vous avez tous les deux fait des progrès remarquables. Édouard, vous avez surmonté votre tendance à vouloir tout contrôler et avez appris à vous adapter aux besoins d'un enfant. Sophia, tu as appris à faire confiance à nouveau, même après tant de pertes. Mais il y a encore du travail à faire, » dit Édouard. « Parfois, je me sens perdu. Je ne sais pas si je prends les bonnes décisions pour elle. »« Aucun parent ne le sait, » répondit le docteur Thompson. « La différence entre les parents biologiques et adoptifs n'est pas l'amour. C'est que les parents adoptifs s'exigent souvent plus, pensant qu'ils doivent être parfaits pour mériter leurs enfants. » Sophia montra son dessin. C'était Édouard et elle en train de planter un arbre ensemble, avec des racines profondes s'étendant dans le sol en dessous. « Pourquoi un arbre, Sophia ? » demanda le docteur Thompson. « Parce que les arbres grandissent lentement, mais ils deviennent très forts, et leurs racines se mélangent toutes sous terre, alors ils ne sont jamais seuls. » Édouard regarda le dessin avec admiration. « Sophia, puis-je te demander quelque chose d'important ?» Elle hocha la tête. « Voudrais-tu que je t'adopte officiellement ? Que nous soyons une famille légale, pas seulement dans nos cœurs ?» Les yeux de Sophia se remplirent de larmes de joie. « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa ? Cela signifie que tu peux m'appeler comme tu veux et que je serai toujours ta famille, pour toujours. » Sophia se jeta dans ses bras. « Papa Édouard, je peux commencer à t'appeler comme ça maintenant ? » « Tu peux, » répondit Édouard, la voix étranglée par l'émotion. Le docteur Thompson observa la scène avec une satisfaction professionnelle, mais aussi avec une affection sincère pour ces 2 êtres qui avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin pour guérir. « Il y a encore une chose que je dois discuter avec vous, » dit le docteur Thompson après que l'émotion initiale soit passée. « Sophia, tu as parlé de vouloir aider d'autres enfants qui ont vécu ce que tu as vécu. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ?» Sophia essuya ses larmes et se redressa. « Il y a beaucoup d'enfants dans la rue, comme moi, et il y a des grands méchants qui mentent à leur sujet, comme ce qui m'est arrivé. Je veux les aider à trouver de vraies familles. » Édouard regarda Sophia avec fierté. « En fait, Dr Thompson, nous en avons parlé à la maison. Sophia a eu une idée incroyable. » « Quelle idée ? » Elle veut que nous créions un centre d'art pour les enfants vulnérables. Un endroit où ils peuvent s'exprimer par le dessin et la peinture, et où les familles intéressées par l'adoption peuvent les connaître naturellement. Le docteur Thompson fut impressionné. « C'est une idée brillante. L'art-thérapie est extrêmement efficace pour les enfants traumatisés. Et le meilleur, » ajouta Sophia avec enthousiasme, « c'est que quand les enfants dessinent, ils montrent qui ils sont vraiment. Alors les familles peuvent voir si elles correspondent vraiment. » Édouard sourit. « Ma fille veut changer le système d'adoption du pays. » « Et pourquoi pas ?» répondit le docteur Thompson. « Parfois, les meilleurs changements viennent de ceux qui ont vécu le problème de première main. »
En quittant la clinique cet après-midi-là, Édouard réfléchit à quel point sa vie avait complètement changé. Il y a 6 mois, son plus gros problème était de savoir quelle entreprise acquérir. Maintenant, son plus grand défi était de décider si Sophia devait ou non avoir un chien. Elle menait une campagne acharnée depuis 2 semaines, mais pour la première fois depuis la mort d'Elena, Édouard sentait qu'il avait un but au-delà de lui-même. Il avait une fille à élever, un centre d'art à construire et un avenir plein de possibilités qu'il n'avait jamais imaginé. « Papa Édouard, » dit Sophia alors qu'il marchait vers la voiture, « merci de ne pas avoir renoncé à moi. »« Merci de m'avoir sauvé cette nuit froide, » répondit-il. « Merci de m'avoir appris que la famille, ce n'est pas une question d'ADN, c'est une question de choix. » Le jour de l'audience d'adoption finale arriva avec une tempête inattendue. Une pluie battante s'abattait sur les fenêtres du manoir alors qu'Édouard aidait Sophia à s'habiller avec la tenue spéciale qu'ils avaient choisie ensemble, une robe rouge avec de petites fleurs brodées qui, selon elle, lui rappelaient les friandises de sa grand-mère. Ses cheveux étaient retenus par la broche en or qu'elle avait héritée de sa grand-mère, et elle portait un nouveau portfolio rempli de dessins qu'elle avait fait spécialement pour montrer au juge. « Papa Édouard, » dit Sophia en regardant la pluie par la fenêtre, « tu penses que c'est un mauvais signe ?» Édouard s'agenouilla à côté d'elle, ajustant doucement la broche dans ses cheveux. « Tu penses que ça l'est ? Je ne sais pas. Mamie disait toujours que la pluie lave les choses tristes et rend tout nouveau. Mais ça fait aussi du bruit et c'est effrayant. Et comment te sens-tu aujourd'hui ? Effrayée ou prête pour de nouvelles choses ? » Sophia réfléchit attentivement, comme elle le faisait toujours pour les questions importantes. Un peu des deux. Mais plus prête pour de nouvelles choses. Dans la voiture en route vers le palais de justice, Sophia était plus silencieuse que d'habitude. Édouard pouvait voir dans le rétroviseur qu'elle griffonnait nerveusement dans son carnet à croquis. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ? » ?»« Notre famille, » répondit-elle sans lever les yeux. « Mais ça ne sort pas bien. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne sais pas comment dessiner pour toujours. »« Comment est-ce que je dessine qu'on ne sera plus jamais séparés ?» Édouard sentit une boule dans sa gorge. Malgré tous les mois passés ensemble, Sophia portait encore la peur profonde de l'abandon que tous les enfants traumatisés affrontent. « Sophia, regarde-moi. » Elle leva ses yeux sombres, encore humides d'anxiété. « Tu te souviens de la première nuit que nous avons passée ensemble à l'hôtel ? Tu m'as demandé si j'allais partir pendant que tu prenais ton bain. » Elle hocha la tête. « Et qu'est-ce que j'ai dit ? Que tu serais là quand je sortirais et quand je me réveillerais. » Et est-ce que j'y étais ? Oui. Chaque jour depuis, ai-je été là où j'ai dit que je serais ? Oui. Alors pourquoi aujourd'hui serait-il différent ? Sophia sourit pour la première fois de la matinée. Parce que ce ne le sera pas. Au palais de justice, une foule plus petite les attendait. La frénésie médiatique s'était calmée, mais il y avait encore quelques journalistes intéressés à suivre la conclusion de l'histoire qui avait touché le pays. Marsha Davis était là, souriant de manière encourageante à Sophia. La salle d'audience avait l'air différente ce jour-là, plus chaleureuse, moins intimidante. La juge Davis avait décoré son banc avec quelques dessins que Sophia avait envoyés au fil des mois, une gentillesse qui toucha profondément Édouard. « Bonjour Sophia, Édouard », salua chaleureusement la juge. « Comment vous sentez-vous ? » ?»« Nerveuse, » admit honnêtement Sophia. « Mais une nervosité heureuse, pas une nervosité triste. »« Et vous, Édouard ? » « Reconnaissant, » répondit-il simplement. « Reconnaissant d'avoir trouvé Sophia. Reconnaissant que le système ait fonctionné à la fin. Reconnaissant d'être ici aujourd'hui. » La juge sourit. « Au cours des derniers mois, j'ai suivi de près les progrès de vous deux. J'ai reçu des rapports du Dr Thompson, de la nouvelle assistante sociale assignée à l'affaire, et même des lettres de soutien de voisins, d'employés et de personnes qui ont été témoins de votre transformation. » Elle ouvrit un dossier. « Sophia, aimerais-tu que je te lise une de ces lettres ?» Sophia hocha la tête, curieuse. « Celle-ci vient de Roberto, le réceptionniste de l'hôtel Grand Régent où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 20 ans et je n'ai jamais vu une relation aussi authentique que celle d'Édouard et Sophia. Cette première nuit, j'ai vu un homme brisé trouver un but en prenant soin d'un enfant, et un enfant perdu trouver la sécurité en faisant confiance à nouveau. Ils se sont sauvés l'un l'autre. » Sophia sourit, se souvenant de l'homme gentil qui les saluait toujours lorsqu'ils visitaient l'hôtel. « Et celle-ci, » continua la juge, « vient du docteur Carla Santos de l'hôpital. En 15 ans de travail avec des enfants vulnérables, j'ai rarement vu une adaptation aussi réussie.
Sophia s'est épanouie sous les soins d'Édouard, et il a découvert une capacité parentale qu'il ne savait peut-être même pas posséder. Édouard sentit ses yeux s'embuer de larmes. Mais la lettre qui m'a le plus touché, dit la juge, vient d'une source inattendue. Elle sortit une feuille différente du dossier. Celle-ci vient d'une des enfants du refuge de la Maison de l'Espoir, où Sophia a failli être placée. Une fillette de 9 ans nommée Isabella a écrit « Sophia nous rend visite chaque semaine avec son nouveau papa. Elle nous apprend à dessiner et dit toujours que nous trouverons notre famille aussi. Grâce à elle, je crois que c'est vrai. Elle a prouvé que les miracles existent. » Sophia fut surprise. Isabella a écrit ça? Elle l'a fait. Et elle n'est pas la seule enfant à avoir mentionné comment tes visites leur ont donné de l'espoir. Édouard regarda Sophia avec une immense fierté. Sa fille avait transformé sa propre expérience traumatisante en une source d'espoir pour d'autres enfants. Sophia, la juge s'adressa directement à elle. Il y a 6 mois, tu étais une enfant effrayée, seule, sans famille. Aujourd'hui, tu es ici avec quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, dans un foyer sûr et dans d'autres enfants. Comment te sens-tu? Sophia se leva, comme elle avait appris à le faire quand elle voulait dire quelque chose d'important. Je sens que mamie avait raison sur ce qu'elle disait toujours. Que quand de mauvaises choses arrivent, c'est parce que de bonnes choses arrivent. La mauvaise chose, c'est qu'elle ait dû partir, mais la bonne chose, c'est que j'ai rencontré mon papa Édouard. La juge essuya discrètement une larme. Édouard, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire avant que nous ne rendions la décision finale? Édouard se leva, sentant le poids du moment. Votre honneur, quand j'ai rencontré Sophia, j'étais perdu dans mon propre chagrin. Je pensais que je n'avais plus rien à donner à personne. Elle m'a appris que l'amour ne diminue pas quand on le partage. Il se multiplie. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour demander à adopter Sophia parce que je veux sauver un enfant. Je suis ici parce qu'elle m'a déjà sauvé, et maintenant nous voulons sauver les autres, ensemble. Sophia, as-tu quelque chose à ajouter? Sophia prit un papier de son portfolio, un dessin qu'elle avait terminé dans la voiture. C'était une maison avec 2 silhouettes devant, se tenant la main, avec des racines visibles s'enfonçant profondément dans le sol en dessous. Dans le ciel, une figure féminine souriante était entourée d'étoiles. Ça, c'est nous, expliqua-t-elle. Les racines montrent que nous sommes plantés ensemble pour toujours maintenant. Et mamie nous regarde depuis le ciel, heureuse parce que je ne suis plus seule. La salle tomba dans un silence absolu. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire, touchés par la profonde simplicité des mots de Sophia. La juge Davis frappa doucement de son maillet. Sophia Miller-Smith, Édouard Mongomi, c'est avec une immense joie que je finalise légalement ce qui existe dans vos cœurs depuis des mois. Édouard, vous êtes officiellement le père adoptif de Sophia. Sophia, tu es maintenant légalement la fille d'Édouard. Que cette famille, née de l'amour et forgée par l'adversité, soit bénie de nombreuses années de bonheur ensemble. Sophia courut dans les bras d'Édouard, et pour la première fois depuis des mois, il la souleva sans se soucier des protocoles ou des apparences. Il était son père, elle était sa fille, et rien d'autre n'avait d'importance. On l'a fait, papa, murmura Sophia à son oreille. On l'a fait, ma fille, répondit-il, utilisant pour la première fois officiellement les mots qui vivaient dans son cœur depuis si longtemps. En quittant le palais de justice sous les applaudissements émus des personnes présentes, Édouard leva les yeux vers le ciel orageux qui se déchirait maintenant, laissant passer des rayons de soleil à travers les nuages. Sophia avait raison. La pluie avait tout lavé. Et maintenant, quelque chose de complètement nouveau commençait. 3 mois après l'adoption officielle, Édouard observait par la fenêtre de son nouveau bureau une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer 1 an plus tôt. Dans le grand jardin du Centre d'art de l'Espoir, des dizaines d'enfants couraient, jouaient et peignaient sous la supervision attentive d'éducateurs spécialisés. Sophia, maintenant âgée de 8 ans, dirigeait un groupe de 5 enfants plus jeunes dans un atelier d'aquarelle, sa douce voix expliquant les techniques qu'elle avait apprises ces derniers mois. Rappelez-vous, disait Sophia aux enfants autour d'elle, quand vous peignez ce qu'il y a dans votre cœur, les gens qui vont être vos familles peuvent voir qui vous êtes vraiment. Le Centre d'art de l'Espoir était devenu une réalité grâce au partenariat entre Édouard, le système des services sociaux réformé après le scandale du Dr Almeida, et plusieurs familles qui avaient vécu des processus d'adoption réussis. Le concept était révolutionnaire. Au lieu d'entretiens formels et de rencontres artificielles, les enfants et les familles intéressées se rencontraient à travers des activités artistiques naturelles. Henri entra dans le bureau, portant une pile de documents. « Édouard, nous avons de bonnes nouvelles. 3 autres familles ont été approuvées ce mois-ci,
Et le programme est envisagé pour être mis en œuvre dans d'autres États. Et les enfants, comment s'adaptent-ils? Isabella a été adoptée par la famille Rodriguez la semaine dernière. Michael a trouvé une famille qui aime le football autant que lui. Et la petite Anna? Henri sourit. Anna va rester avec ce couple d'enseignants qu'elle a rencontré lors de l'atelier de poterie. Édouard ressentit une profonde satisfaction. Chaque enfant qui trouvait une famille était une victoire personnelle, la preuve que le système pouvait fonctionner lorsqu'il était basé sur une connexion authentique au lieu d'une bureaucratie froide. Papa! Sophia courut dans le bureau, les mains encore couvertes de peinture. Tu dois voir quelque chose. Elle le tira dans le jardin, où une nouvelle fille, d'environ 6 ans, avait peint un portrait impressionnant. C'était le visage d'une femme plus âgée, clairement peint de mémoire, avec des détails qui montraient autant d'amour que de nostalgie. Voici Marina, expliqua Sophia. Elle est arrivée hier. Elle a perdu sa maman, comme moi j'ai perdu ma mamie. Regarde comme elle peint bien. Édouard s'agenouilla à côté de Marina, une enfant timide aux grands yeux et aux cheveux bouclés. C'est ta maman? Demanda-t-il doucement. Marina hocha la tête, incapable de parler. Elle était très belle, dit Édouard. Et tu l'as peinte d'une manière qui montre à quel point vous vous aimiez. Les yeux de Marina se remplirent de larmes, mais elle sourit timidement. Tu sais, dit Sophia en s'asseyant à côté de Marina, quand je suis arrivée ici, je ne pouvais pas non plus parler de ma mamie sans pleurer. Mais papa Édouard m'a appris que pleurer n'est pas mal. C'est juste une façon pour ton cœur de dire qu'il a beaucoup aimé. Édouard regarda sa fille réconforter un autre enfant traumatisé et sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Sophia avait transformé sa propre douleur en compassion pour les autres. Le docteur Thompson s'approcha du groupe. « Édouard, je dois vous parler de Sophia. » Ils s'éloignèrent légèrement des enfants. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Édouard, toujours inquiet du bien-être émotionnel de sa fille. Au contraire. Sophia a fait des progrès extraordinaires. Elle a complètement surmonté la perte de sa grand-mère, développé des mécanismes d'adaptation sains. Plus important encore, elle a trouvé un but qui la renforce au lieu de la consumeur. Édouard regarda Sophia, qui aidait maintenant Marina à nettoyer les pinceaux. En fait, continua le docteur Thompson, j'aimerais suggérer que vous envisagiez de formaliser l'implication de Sophia ici, au centre. Elle a un don naturel pour se connecter avec les enfants traumatisés. Pensez-vous que ce serait sain pour elle? Ne serait-ce pas revivre constamment son propre traumatisme? Édouard, le traumatisme non traité nous détruit. Le traumatisme traité, transformé en but, nous renforce. Sophia a transformé son expérience en une mission de vie. C'est la résilience à son plus haut niveau. Ce soir-là, à la maison, Édouard et Sophia préparaient le dîner ensemble, une tradition qu'ils avaient établie dès les premiers jours après l'adoption. Sophia préparait une salade pendant qu'Édouard cuisait des pâtes et ils parlaient de leur journée. « Papa, je peux te dire un secret ?» dit Sophia en assaisonnant soigneusement les tomates. « Bien sûr, mon amour. Parfois, je rêve de mamie et elle sourit toujours. Tu sais ce qu'elle me dit dans mes rêves? Quoi? Qu'elle savait que tu me trouverais. Qu'elle a demandé aux étoiles d'envoyer quelqu'un de spécial pour prendre soin de moi quand elle ne pourrait plus le faire. » Édouard arrêta de remuer la sauce, trop ému pour parler immédiatement. « Et devine quoi d'autre ?» continua Sophia. « Je lui ai dit que tu n'es pas seulement quelqu'un de spécial qui prend soin de moi. Tu es mon vrai papa, celui de mon cœur. » Sophia, dit Édouard en s'agenouillant pour être à sa hauteur, tu sais que je ressens la même chose, n'est-ce pas? Tu n'es pas une enfant que j'ai adoptée. Tu es ma fille. Comme si je t'avais attendu toute ma vie. Sophia le serra fort dans ses bras. Je sais. Et tu sais comment je le sais? Comment? Parce que quand tu m'as trouvé en train de pleurer dans la rue, tu pleurais aussi. Les gens qui sont une vraie famille pleurent pour les mêmes choses. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon, maintenant décoré d'un mélange harmonieux des peintures classiques d'Édouard et des œuvres vibrantes de Sophia. Elle travaillait sur un projet spécial, un livre de dessin sur les enfants qui trouvent des familles. « Pour qui est ce livre ?» demanda Édouard. « Pour les enfants qui attendent encore, » expliqua Sophia. « Pour qu'ils sachent que les vraies familles existent et qu'ils doivent juste attendre la bonne. » Édouard feuilleta les pages terminées. Chaque dessin racontait une histoire de connexion, d'enfants différents trouvant des familles qui les aimaient exactement comme ils étaient. Dans le dernier dessin terminé, une petite fille offrait une couverture à un homme triste. Et dans le coin de la page, écrit de l'écriture soignée de Sophia,
il y avait, parfois, on sauve la personne à laquelle on s'attend le moins. Sophia, dit Édouard, as-tu la moindre idée du nombre de vies que tu as déjà changées? Combien? La mienne, surtout. Mais aussi celle des enfants du centre, des familles qui y ont trouvé des enfants, de toutes les personnes qui ont lu notre histoire dans les journaux. Et ta vie a changé pour le mieux? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse la réponse. Infiniment mieux. Avant de te rencontrer, j'avais beaucoup d'argent, une grande maison, des voitures chères, mais je n'avais pas ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Quelqu'un à aimer complètement. Quelqu'un qui m'aime en retour. Quelqu'un pour qui je veux être la meilleure version de moi-même chaque jour. Sophia sourit et retourna à son dessin. Papa, je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que Elena te manque encore? Édouard fut surpris par la question directe mais répondit honnêtement. Oui. Elle me manquera toujours. Elle a été très importante dans ma vie. Tu penses qu'elle m'aurait aimé? Sophia, je suis absolument certain qu'Elena t'aurait aimé autant que moi. Et devine quoi d'autre? Quoi? Je pense qu'elle et ta grand-mère se sont rencontrées au ciel. Et qu'elle veille sur nous deux, ensemble. Sophia sourit, une expression de paix complète s'installant sur son visage. Je le pense aussi. Cette nuit-là, alors que Sophia dormait paisiblement dans sa chambre, maintenant vraiment sa chambre, légalement et pour toujours, Édouard réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés là. 1 an plus tôt, il était un homme perdu dans son chagrin, marchant seul dans des rues glaciales. Aujourd'hui, il était le père d'une fille extraordinaire qui avait transformé non seulement sa vie, mais aussi la vie d'innombrables autres enfants. La couverture délavée que Sophia avait offerte cette première nuit était toujours encadrée sur le mur de son bureau, non pas comme un rappel de la souffrance, mais comme un symbole de la façon dont un simple acte de gentillesse peut changer le monde. À côté, il y avait maintenant une photo de la cérémonie d'adoption, où lui et Sophia souriaient radieusement. Enfin, une famille complète et officielle. Édouard savait que des défis viendraient encore. Élever une fille serait toujours un apprentissage constant, et le travail au centre de l'espoir exigerait un dévouement inlassable. Mais pour la première fois de sa vie, il n'affronterait pas ces défis seul. Il avait Sophia, et Sophia l'avait. Et ensemble, ils avaient construit quelque chose que ni la bureaucratie ni l'adversité ne pourraient détruire, une vraie famille, basée sur l'amour inconditionnel et le choix conscient. Exactement 1 an après cette nuit froide qui a changé leur vie pour toujours, Édouard et Sophia marchaient main dans le cimetière Saint-Michel. L'hiver était de nouveau arrivé, mais cette fois, ils étaient préparés, manteau chaud, gants doux, surtout, la chaleur de l'un l'autre pour repousser tout froid qui pourrait tenter de s'approcher. Sophia portait un bouquet de roses blanches dans une main et son portfolio de dessins dans l'autre, ses pas fermes et confiants alors qu'il se dirigeait vers la tombe de sa grand-mère, très différent de la fillette effrayée et seule qu'Édouard avait trouvée 12 mois plus tôt. « Mamie », dit Sophia en s'agenouillant devant la simple pierre tombale qu'Édouard avait remplacée par une plus belle, décorée de fleurs sculptées. « J'ai amené papa Édouard pour te rencontrer correctement. » Édouard s'agenouilla à côté de sa fille, plaçant les fleurs dans le vase en marbre. « Marie-Grèce, dit-il respectueusement. Merci d'avoir élevé une fille si spéciale. Je vous promets que je prendrai bien soin d'elle, pour toujours. » Sophia ouvrit son portfolio et sortit un nouveau dessin, le plus détaillé et le plus beau qu'elle ait jamais fait. C'était un portrait de 3 personnes, elle, Édouard et une figure féminine translucide avec des ailes, se tenant tous la main sous un ciel étoilé. « Je t'ai apporté un cadeau, mamie. C'est notre famille complète. Toi, moi et papa Édouard. Tu ne peux pas être ici encore, mais tu es toujours là. » Elle toucha sa poitrine, sur son cœur. Édouard regardait sa fille communiquer naturellement avec sa grand-mère, sans tristesse excessive, mais avec un amour pur et une nostalgie réconfortante. Le docteur Thompson avait raison, Sophia avait surmonté sa perte de manière exemplaire. « Mamie, j'ai beaucoup de nouvelles à te raconter », continua Sophia comme si elle parlait à quelqu'un de présent. Le centre d'art que papa et moi avons créé a déjà aidé 53 enfants à trouver leur famille. Et tu te souviens de Marina, cette fille qui peignait comme moi? Elle a été adoptée par une famille d'artistes qui ont adoré ses dessins. Le vent fit doucement se balancer les arbres environnants, et Sophia sourit comme si elle avait reçu une réponse. Elle a dit qu'elle est fière, traduisit Sophia pour Édouard, qui sourit tendrement. Et je suis fière de toi aussi, dit Édouard. Ta grand-mère a élevé une fille qui change le monde, un enfant à la fois. Ils restèrent quelques minutes en contemplation silencieuse avant de se diriger vers la deuxième destination de ce pèlerinage annuel.
À quelques mètres de là se trouvait la tombe d'Helena, également décorée de fleurs fraîches, une tradition qu'Édouard maintenait religieusement. Helena, dit Édouard en plaçant des roses rouges, ses fleurs préférées, sur la tombe. Tu te souviens, je disais toujours que je ne savais pas si je serais un bon père? Eh bien, j'ai découvert que l'amour est plus important que l'expérience. Sophia s'approcha de la tombe avec une curiosité respectueuse. Elle avait entendu de nombreuses histoires sur Helena, mais c'était la première fois qu'elle visitait sa tombe. « Bonjour Helena, dit Sophia timidement. « Je suis Sophia. Merci d'avoir si bien pris soin de papa Édouard avant mon arrivée. Il m'a dit que vous étiez très heureux tous les deux. » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes, non pas de tristesse, mais de gratitude d'avoir deux personnes si spéciales dans sa vie, même si l'une n'était que dans ses souvenirs. « Sophia, dit-il, j'aimerais montrer quelque chose à Helena. » Sophia hocha la tête et sortit un autre dessin du portfolio. Celui-ci montrait Édouard en deux moments, d'abord triste et seul, puis souriant à côté de Sophia, avec une figure féminine brillante les bénissant tous les deux depuis le ciel. « Ça, c'est papa Édouard avant et après m'avoir rencontré, » expliqua Sophia à Helena. « Il m'a dit que tu aimerais savoir qu'il est de nouveau heureux. » Édouard serra sa fille dans ses bras, ému par sa sensibilité à inclure Helena dans leur nouvelle vie au lieu de la voir comme une compétition ou une menace. Après les visites au cimetière, ils se dirigèrent vers leur dernière destination, la rue où ils s'étaient rencontrés. Édouard avait garé la voiture au même endroit où il avait trébuché et était tombé un an plus tôt, et ils marchèrent jusqu'au point exact de leur rencontre. « C'était juste ici, » dit Sophia en montrant un endroit sur l'asphalte. « Tu pleurais et je t'ai offert ma couverture. Et tu m'as sauvé la vie, » ajouta Édouard. « On s'est sauvés l'un l'autre, » corrigea Sophia. « Tu te souviens, la famille, c'est quand les gens se sauvent les uns les autres. » Édouard regarda autour de lui la rue, maintenant animée de gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, aucun d'entre eux ne sachant qu'à cet endroit précis, un miracle de connexion humaine s'était produit. « Sophia, si tu pouvais remonter le temps et changer quelque chose à notre rencontre, que changerais-tu? » Je ne changerais qu'une seule chose. « Quoi ? » Je t'aurais trouvé plus tôt, dit-elle en souriant. Pour que tu n'aies pas été seule et triste si longtemps. Édouard souleva Sophia, quelque chose qu'elle autorisait encore occasionnellement même à 8 ans, et la fit tournoyer dans les airs, riant pour la première fois depuis longtemps d'une joie pure. « Tu sais quoi d'autre ? » dit Sophia quand il la reposa. « Quoi ? Je n'ai plus froid. Plus jamais depuis cette première nuit à l'hôtel. Parce que la vraie famille, c'est la meilleure couverture qui soit. » En retournant à la voiture, Édouard réfléchit à la transformation complète de leur vie. Son entreprise continuait de prospérer, mais elle était maintenant gérée par une équipe compétente qui lui permettait de consacrer plus de temps à ce qui comptait vraiment. Le Centre d'Art de l'Espoir était devenu un modèle national, avec des succursales prévues dans 5 États. Et surtout, il avait une fille qui lui enseignait quotidiennement le courage, la compassion et la capacité infinie du cœur humain à aimer. « Papa, » dit Sophia alors qu'Édouard ajustait sa ceinture de sécurité dans la voiture, « merci. » « Pourquoi ? » De ne pas avoir renoncé à moi. De t'être battu pour moi. De m'avoir prouvé que la famille, ce n'est pas qui t'a fait, mais qui choisit de rester avec toi pour toujours. Merci à toi aussi d'avoir choisi de rester avec moi, répondit Édouard. Et de m'avoir appris que parfois, les meilleures choses de la vie commencent les pires nuits. Alors qu'ils rentraient chez eux, une maison qui était maintenant vraiment un foyer, Sophia s'endormit sur le siège arrière, tenant la couverture délavée qui était maintenant plus un symbole d'espoir que de nécessité. Édouard regarda dans le rétroviseur sa fille dormant paisiblement et sourit. 1 an plus tôt, il était un homme perdu, sa douleur en but, sa solitude en famille et son désespoir en espoir. Quand ils arrivèrent à la maison, Édouard porta Sophia endormie jusqu'à sa chambre, la couvrit doucement et lui embrassa le front. Sur sa table de chevet se trouvait une photo de la remise des diplômes d'une autre promotion du Centre d'Art de l'Espoir, 15 enfants souriants avec leur nouvelle famille, tous tenant des dessins qu'ils avaient faits pendant le processus d'adoption. Dans le bureau, Édouard s'arrêta devant la couverture encadrée sur le mur. À côté, il avait ajouté une petite plaque avec l'inscription « Parfois, la famille parfaite naît de la rencontre de 2 cœurs brisés qui se guérissent mutuellement. » Dehors, il commença à neiger légèrement, le premier signe de l'hiver approchant. Édouard sourit, se rappelant comment il redoutait autrefois les froides nuits d'hiver. Maintenant, elle ne lui rappelait que comment la gentillesse peut s'épanouir dans les moments les plus sombres, et comment le véritable amour peut transformer n'importe quelle tempête en printemps.
Dans sa chambre, Sophia se réveilla brièvement et sourit en voyant la neige par la fenêtre. « Merci, mamie, murmura-t-elle aux étoiles. Merci d'avoir envoyé papa Édouard à moi. » Et dans la quiétude de cette nuit parfaite, père et fille dormirent paisiblement, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose que ni le temps ni les circonstances ne pourraient détruire. Une famille formée non par le hasard ou la biologie, mais par le choix conscient d'aimer inconditionnellement, pour toujours.